faire des sports. Tout à fait. On passe au bilan maintenant de l'année 2025. Donc, comme on l'a dit, dernière émission de l'année. On est encore le 15, donc il y a encore une quinzaine de jours là pour profiter de 2025. Si l'année vous a souri, si elle ne vous a pas souri, ben, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Euh, mais voilà, nous, on va en profiter pour faire voilà, notre petit bilan de l'année. Donc, j'ai quelques questions à poser à Nico. En gros, bref, pour vous teaser un petit peu, on va parler donc sportif de l'année, sportif de l'année. On va parler équipe de l'année, la plus belle performance d'après nous, la plus grande déception, la plus grande révélation, le coup de cœur, le flop de l'année. Et pour terminer, on va passer par ce qu'on attend le plus de l'année 2026 niveau sport. On va pas, je préfère le dire tout de suite, on va pas pouvoir mentionner tous les sports, toutes les performances, bref, tous les chronos qu'il y a eu, etc. Donc n'hésitez surtout pas à faire les vôtres en commentaire, voilà, nous dire vos sportifs de l'année, votre moment préféré, bref, tout ça. Faire vous aussi, votre petit bilan 2025 dans les commentaires, etc. N'hésitez surtout pas, parce que c'est un travail super intéressant, parce qu'en fait, ça permet de revenir, voilà, de revivre cette année 2025 qui a été riche en nouveautés. On va pouvoir en discuter. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire part aussi de votre. Puis selon le sport que vous suivez le plus, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes que nous, etc. Et vice-versa. Donc voilà. Ne nous en voulez pas de pas tout citer. Je sais que moi, dans mon top, ça tourne quand même vachement autour des sports que moi je préfère, des sports que moi je regarde le plus. Ça ne veut pas dire que c'est une plus grosse performance qu'une autre. Ça veut juste dire, voilà, c'est très personnel. Ça reste un top personnel, encore une fois, avec nos goûts, nos goûts, nos couleurs, comme on dit. Ok, je vais commencer. Du coup, on commence par le premier, le sportif de l'année. Je vais te demander quelques mentions, comme on a discuté tout à l'heure, Nico, en off. Quelques mentions avant de donner ton sportif de l'année, quelques mentions là que tu pourrais nous sortir. Encore une fois, sans forcément nous dire, enfin voilà, sans forcément spoiler, mais forcément on va discuter, on va peut-être dire le nôtre, mais c'est pas grave, juste histoire voilà, de discuter un petit peu sur à qui t'as pensé là pour cette catégorie sportif de l'année. Nico, t'as pensé à qui? Alors, On va faire une sorte de ping-pong, tu vois, tu entends dit, hein, ouais, gentil. alors on va aller plutôt sur deux roues, et notamment quelqu'un qui s'est vraiment révélé dans une épreuve qui reste mythique et qui a lieu chaque année. Et un sportif qui domine sa discipline, qui domine chaque année sa discipline et qui confirme d'année en année que c'est un extraterrestre. Et donc moi, je peux le mentionner du coup? Si tu veux, mais je pensais, ah ok, d'accord, moi, Ah ok, non, parce que toi, comme ça, tu peux me non, dire. je pensais qu'on allait dire, tu vois, chacun une petite mention, des Ah oui, joueurs, d'accord, tu veux que je te des dise gens, en fait, en gros, voilà, des gens à qui tu as pensé, et tu termines oui. par la personne que tu as sélectionnée en sportif de l'année. Donne-moi une petite mention à qui tu as pensé là. Par exemple, si tu veux, vas-y, je commence. Moi, j'ai pensé très très fort, je voulais le mettre là, mais peut-être je le considère dans d'autres catégories, vous allez voir. Mais par exemple, parler de Shai Gilgeous-Alexander avec le Thunder, qui a réalisé une saison monstrueuse, MVP des finales, MVP de saison régulière, champion en 2025 avec le Thunder, plus de 30 points par match. Enfin, il a été monstrueux, mais bon, voilà, c'est pas lui. Mais évidemment, j'ai pensé à lui très très fort pour cette section. D'accord. Moi, j'avais pensé à quelqu'un qui, en fait, pour moi, il y en a deux qui sont vraiment, j'ai envie de dire, on pourrait les mettre sportifs de l'année chaque année, tant Ouais, ils dominent leur discipline. Ils se partagent les grands chelems ouais, c'est clair. maintenant depuis un moment. On a du mal à en détacher un par rapport à l'autre parce qu'un coup c'est l'un qui gagne, un coup c'est l'autre. Et il y en a un qui a été absent, donc il n'a pas fini numéro un mondial, mais il aurait dû l'être par rapport au calcul de points. Et en plus, il a gagné le Masters de Turin en fin de saison. Mais l'autre a gagné notamment Roland Garros et dans une finale dont, qu'il n'avait pas du tout en main, et à un moment donné, il a retourné la situation pour la gagner.
Donc j'aurais pu nommer Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Mais voilà, j'ai choisi quelqu'un d'autre, Très bien. mais ça aurait pu être eux parce que Oui. ils étaient stratosphériques cette année. Ils ont fait une saison, enfin, une saison exceptionnelle. Je suis bien d'accord avec toi. Autre personne là que j'avais envie de mentionner là rapidement. Alors je vais en faire 3 d'un coup parce que c'est 3 disciplines que je maîtrise absolument pas. Certaines plus que d'autres, mais très très peu. Donc bref, je vais vous les citer juste comme ça parce que tu penses à eux. Surtout maintenant, on écrit sur du sport toute la journée, donc même sans forcément suivre toute l'année, quand ils font des gros résultats, tu es au courant et tu vois passer. Donc bah, on les a vus, mais on les a moins suivis, on va dire. Mondo Duplantis. Bah, rien que ça, enfin bref, comme chaque année, lui il peut être mentionné chaque année. L'année dernière au JO, je sais plus si je l'avais mis lui ou pas, mais franchement Oui, pas puis il loin. avait été élu sportif de l'année d'ailleurs, En plus, hein. il a été réélu Lui et sportif de l'année. Simon Biles, Simon Biles côté féminin. pour sportif de l'année. Sportif, tout à fait. Mais franchement, il bat des records. Bah, il va centimètre par centimètre, hein, mais franchement, tu as l'impression qu'il va jamais s'arrêter, le garçon. Donc, c'est incroyable. McIlroy, Rory McIlroy en golf, qui a été, je crois il a complété son grand slam, on appelle ça, bref, quand dont le master. Hein. En gros, bref, il a gagné les majors, etc. Donc voilà, c'est carrière grand slam, c'est comme en tennis un petit peu. Donc, bref, il a complété la collection, donc voilà. Et après, enfin, avant de continuer, j'en avais un autre aussi sur lequel je maîtrise très peu. C'est Luke Littler au final, parce que, bah, voilà, Mm. alors oui, les fléchettes, peut-être qu'on suit moins, etc. Mais il a quoi? Il a 18 ans et il a été, pour la première fois, même si ça fait depuis l'année dernière qu'on voit souvent passer des vidéos, etc. et des exploits, il est premier, ça y est, il est numéro un mondial à 18 ans. Imaginez ça, par exemple, justement en tennis, hein, on en parlerait tout le temps, tout le temps, tout le temps. As des fléchettes, donc c'est quelque chose qu'on regarde peut-être un peu avec un œil un peu plus distant, mais quand même, c'est une grosse, grosse performance. T'en avais une autre ou tu veux direct filer vers Ouais, ton... moi j'avais aussi, Ouais. on aurait pu éventuellement nommer Malcolm Marx, le talonneur international sud-africain, Mhm. qui a été désigné joueur de l'année 2025 par World Rugby. Et j'avais en tête lui parce qu'il a été évidemment élu, mais moi j'avais en tête Louis Bielbiarré, l'ailier Bien sûr. de Bordeaux-Bègles, parce que bah, il est stratosphérique lui aussi. Et est-ce que lui, tu le mettrais pas plus en révélation? Parce que l'année dernière, on n'en a pas tant entendu parler que ça, tu vois? Bon, ça fait quand même 2, 3 saisons qu'il est quand même régulier. Alors c'est Oui, vrai oui, qu'il était régulier, moins mais là, c'est connu, tu as une raison. explosion. Ouais. Mais alors peut-être qu'on pourra le nommer pour 2026, mais ça reste quand même un joueur, il était quand même dans les 10 meilleurs mondiaux, et en fait il était dans le 15 de l'année de World Rugby, donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Il est Tout à titulaire fait. indiscutable maintenant en équipe de France, et c'est vraiment un joueur, en plus c'est un jeune joueur, donc qui a l'avenir devant lui, donc voilà, on aurait pu aussi le nommer lui. D'habitude, on parle souvent d'Antoine Dupont, mais Bielbiarré crève l'écran, et c'est un des joueurs majeurs aujourd'hui du 15 de France, et sur qui on compte beaucoup d'ailleurs pour la Coupe du Monde dans 1 an et demi en Australie. Tout à fait. Moi, allez, je vais en mentionner juste un dernier, comme ça après je te laisse t'occuper de ton numéro un. Mais en gros, moi, je vais juste en mentionner un dernier, parce qu'on va beaucoup, je pense, parler de Paris, mais parler de Dembélé, de la saison de Ousmane Oui. Dembélé, enfin, Ballon d'Or. Alors, c'est pas lui que j'ai choisi pour le sportif de l'année, mais honnêtement, il peut dans le premier Ballon d'Or français depuis Karim Benzema. Il a amené la Ligue des Champions à Paris, et rien que ça, voilà, c'est colossal. Il a fait une grosse saison. Juste par exemple, là, si je dois me dédouaner entre guillemets de pourquoi je ne l'ai pas mis, quand même, enfin, je dirais, il fait une très grosse saison. C'est pour moi, je suis en fait, honnêtement, après, voilà, il y en a qui vont être d'accord, pas d'accord avec moi, mais j'assume totalement mes propos. Pour moi, c'est pas. Alors, il a le ballon d'or et il le mérite parce que c'est le gars qui a marqué le plus de buts, donc qui a été le plus décisif pour le PSG. Mais pour moi, c'est même pas réellement lui le meilleur joueur de l'équipe. Enfin, en tout cas, quand tu prends par exemple en importance, etc., pour moi, c'est pas Ousmane Dembélé. Donc, encore une fois, chacun aura son avis, etc. Pas de problème, je respecterai le vôtre. Je rejoins tout à fait. Mais pour moi, voilà, c'est pas le meilleur joueur de son équipe, donc j'ai du mal Et à bravo à lui, le, hein, mais c'est vrai que voilà,
Donc voilà pourquoi je l'ai pas mentionné. Pour moi, le PSG, c'est avant tout un collectif quand même. Oui, Donc mais moi, par exemple, tu parles de joueurs que tu coches en premier. Pour moi, c'est c'est ça. Hakimi et Ouais, Nuno voilà, Mendes. bien sûr. Et non, Vitinha, non, j'allais te dire Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Vitinha, voilà. Pour moi, s'il fallait vraiment faire l'unanimité, pour moi, c'est probablement Vitinha qui aurait dû gagner ce ballon d'or. Mais je pensais qu'Hakimi devait l'avoir parce que c'est celui qui a joué le plus de matchs, celui qui a été le plus décisif. Alors, peut-être pas en nombre de buts parce qu'il est défenseur latéral, mais en termes d'importance, je pense qu'il a il a plus d'impact, à mon sens, que Dembélé, même si Dembélé, son impact a été indiscutable aussi, évidemment. Tout à fait. Allez, bah écoute, je te laisse citer la personne que tu as choisie pour Alors en moi, j'ai numéro 1 et ton choisi, sportif sans de l'année. surprise, bah, j'ai parlé des deux roues tout à l'heure, donc on Ouais. va aller sur du cyclisme. Moi, le sportif de l'année, c'est Tadej Pogacar, Mhm. qui a gagné le Tour de France pour la quatrième fois, après 2020, 2021 et 2024. Donc il a gagné deux fois consécutives le Tour de France. Euh, En plus de ça, il a été champion du monde sur route pour la deuxième fois consécutive après 2024. Et il a, rien que ça, été champion d'Europe sur route. Donc la même année, vainqueur du Tour de France, champion du monde, champion d'Europe. Voilà, emballer tout ça et Ah, c'est le meilleur. incroyable. Non, mais ça a été exceptionnel. Et en plus, il a une telle facilité quand il gagne. On ne dit pas c'est facile, je dis juste que lui donne l'impression d'avoir une telle facilité, une telle marge de manœuvre qu'en fait, il écrase tout sur son passage. Il écrase ses adversaires. Il est vraiment, il est exceptionnel et il est indiscutable. Il y a eu des années où Vingegaard l'a battu et bravo à lui parce que c'était une performance exceptionnelle, mais à un moment où il était moins en forme. Mais Mhm. là, c'est un coureur, il a gagné plusieurs étapes en plus dans ce Tour de France. Donc pour moi, il a, il a, il a marché sur tout le monde. Et aujourd'hui, on ne voit pas qui pourrait le battre pour l'édition 2026. Voilà. Et il est dans la lignée de ce qu'il fait. Il confirme d'année en année, en fait. Il avait aussi gagné le Tour d'Italie en 2024, il me semble. Mhm. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment à l'image de ce que faisait Schumacher en Formule 1 ou Lewis Hamilton aussi, ben voilà, ou Valentino Rossi en moto, en 500 cm3. Là, on a Tadej Pogacar voilà, qui domine sa discipline de la tête et des épaules et qui est le leader incontesté du circuit. Donc voilà, donc moi, pour moi, c'est le sportif de l'année parce que il a gagné tous les titres importants qu'il fallait gagner et bravo à lui. Et en plus, il arrive à chaque fois à se projeter en fait avec son calendrier. On voit même là en 2026, il a exactement prévu tout ce à quoi il voulait participer dans l'optique de gagner tout ce à quoi il va participer, donc toutes les compétitions pour lesquelles il va prendre part. Donc c'est ça aussi qui est fort, c'est que c'est mentalement, c'est la projection de la victoire, en fait. C'est pas seulement salut, je vais participer, c'est si j'y vais, c'est parce que je sais que je peux gagner et que je vais tout faire pour le faire, Tout à fait. pour y arriver. Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Mais écoute, c'est un très bon choix. Moi, j'ai pris Lando Norris. C'est lui mon sportif de l'année. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est pareil, le style, etc. Il va forcément faire débat. Ça se trouve, il y en a qui vont considérer que Max Verstappen fait une saison plus incroyable que lui. Et honnêtement, je suis pas loin d'être d'accord. Mais voilà, je voulais parler un peu de Formule 1. Et Lando, il mérite. C'est le premier. Comment dire? C'est son premier titre en carrière. Je vais vous donner quelques chiffres après. J'en ai noté pas mal. Mais voilà, moi ce qui m'a surtout marqué avant les chiffres, encore une fois, c'est comment dire, c'est la personnalité ultra attachante du Britannique. C'est-à-dire que voilà, il a même dit lui-même, hein, juste après sa victoire, il a gagné selon, comment dire, il a gagné en restant, comment dire, en restant lui-même, en restant fidèle à qui il est, à comment il est dans la vie, etc. C'est-à-dire, il n'a pas eu besoin de devenir le coureur agressif
qui était par exemple Max Verstappen, hein, quand il a gagné, voilà, avec beaucoup d'agressivité, avec beaucoup de, enfin comment dire, avec beaucoup de vices, etc. Il a gagné, voilà, selon lui, en étant un coureur gentil. Et ça, honnêtement, voilà, dans son style à lui, je sais pas s'il va en gagner beaucoup d'autres comme ça, parce que déjà cette année, alors qu'il avait la meilleure voiture et qu'il était très performant, il a gagné à 2 points près. Enfin bref, je vais vous donner, je sais pas, il a gagné, enfin c'était vraiment ric-rac. Donc je sais pas s'il va en gagner beaucoup d'autres. Il faudra pour ça que la voiture ait une domination. Enfin bref, voilà, parce que la différence se fait après, voilà, à l'agressivité, à vraiment l'envie et au petit coup de vis, c'est-à-dire je vais te pousser un petit peu dans tel virage pour prendre le dessus, et ça. Enfin bref, voilà. Donc je sais pas s'il va en gagner beaucoup dans sa carrière, mais en tout cas celui-ci, il le mérite et il a gagné avec sa façon de faire, et bravo, parce qu'encore une fois, Lando Norris, bref, c'est magnifique. La station est magnifique. Je vais vous la donner du coup justement avec quelques chiffres. 423 points, donc c'est le total de points. Le total de points de Lando Norris. Il a gagné avec seulement 2 points d'avance sur Max Verstappen. Il est devenu donc le. Tac, attends, que je reprenne ça. Qui a gagné plus de courses que lui, d'ailleurs, hein. Verstappen a gagné Verstappen a gagné plus une de course de courses que plus. lui, bien sûr, tout à fait. Donc 152, donc c'est Lando Norris a dû attendre sa 7e saison en F1 et son 152e Grand Prix pour décrocher son premier titre mondial. Seuls 3 pilotes ont dû attendre plus longtemps que lui. Jenson Button avec 169 Grand Prix, Nigel Mansell avec 176 et Nico Rosberg, on se rappelle l'époque Mercedes, avec 206 points. Lando Norris est devenu le 35e pilote de l'histoire de la Formule 1 à décrocher un titre mondial et le premier depuis Max Verstappen, qui était donc sacré en 2021 à Abu Dhabi. Seulement 2 points d'écart, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des plus petits écarts de l'histoire de la Formule 1 entre deux pilotes, le premier et le deuxième. L'écart le plus faible reste l'écart, enfin reste en 84-85 ou en 84, pardon, n'importe quoi, 84, avec 0,5 points qui séparaient donc Niki Lauda et Alain Prost. C'était incroyable. Bref, en gros 7, donc en une seule saison, a presque triplé son nombre de victoires en F1, passant de 4 à 11. Donc voilà, cette année, et donc il s'est imposé du coup 7 fois. Il s'est imposé donc en Australie, à Monaco, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Mexique et donc au Brésil. 11 aussi, Lando Norris est devenu le 11e pilote britannique à devenir champion du monde, après Mike Horton, Graham Hill, Jim Clark, John Stewart, enfin bref, je ne vais pas tous les faire, mais il est devenu le 11e britannique quand même, donc c'est dire la domination aussi de la Grande-Bretagne sur cette discipline. Tac, 8, Lando Norris est devenu donc le 8e pilote à décrocher un titre mondial avec McLaren. Le dernier, c'était Lewis Hamilton en 2008, un autre britannique d'ailleurs. Et ensuite, du coup, donc à 26 ans et 24 jours, Lando Norris est le 7e plus jeune pilote à devenir champion du monde, derrière Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Emerson Fittipaldi, Michael Schumacher. Donc voilà, que des gros noms. Et ensuite, donc voilà, Max Verstappen a, comme tu l'as dit, remporté plus de courses que lui, c'est-à-dire il en a remporté 8 Max, alors que Lando Norris en a remporté 7, et Oscar Piastri d'ailleurs en a remporté 7 aussi, donc voilà pour la boucle. Et enfin, juste pour terminer, pour la première fois de l'histoire de la Formule 1, 2 pilotes ont remporté 3 courses d'affilée chacun. Et aucun d'entre eux n'a remporté le titre. Donc Oscar Piastri avait remporté 3 courses d'affilée. Max Verstappen cette année a remporté 3 courses d'affilée. Et je voulais mentionner ça, pourquoi? C'est le côté cette année, je crois qu'on a, enfin encore une fois, on a rarement eu une saison aussi, comment dire, aussi avec les cartes aussi rebattues autant de fois dans la saison. Et je pense que les puristes de Formule 1 vont m'attraper par le col. Mais ce que je veux dire, c'est on a longtemps, au début de saison, Max Verstappen, je crois qu'il a remporté la première course, et je crois. Non, il a remporté la 3e, je crois. Mais en gros, bref, première pour Oscar, Lando, Max Verstappen, du coup, il s'est bien effacé. Piastri a ultra dominé la première partie. Lando Norris est revenu en flèche, il est repassé devant. Max Verstappen était dans le trou et il est revenu. Enfin bref, c'était des montagnes russes toute l'année. C'était une saison magnifique. Et donc, j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais voilà, mon sportif de l'année cette année, c'est Lando Norris.
On va essayer de faire un peu plus court pour les prochaines, parce que si on fait ça à chaque fois, on va terminer à 21h, Nico. Donc, on va essayer de faire plus court. Pour la prochaine, donc sportif de l'année 2025, Nico, est-ce que tu as des petites mentions là à me donner, petites mentions honorables là, que tu as pensé à qui? Ouais, alors j'ai pensé à Coco Gauff qui a gagné Roland Ouais, Garros ouais, bien d'une sûr. manière quand même assez exceptionnelle parce qu'elle était vraiment en dessous de Sabalenka. Elle a retourné le match grâce à Sabalenka aussi, il faut le dire, mais fallait quand même le faire face à la puissance de la Biélorusse de retourner le match comme ça en finale de Grand Chelem alors qu'elle est beaucoup moins expérimentée qu'elle. Et j'ai trouvé sa victoire quand même assez exceptionnelle, même très inattendue parce que Sabalenka mettait de tels coups, voilà, de tels coups droits qu'on C'est se clair. demandait comment le match pouvait lui échapper. Et ben oui, parce qu'elle a fait beaucoup de fautes directes, mais elle a aussi été déstabilisée par la résilience de Coco Gauff qui a su résister justement aux coups doutoirs de Sabalenka et qui a su attendre son heure. Et par contre, dès qu'elle a eu son heure, dès qu'elle a eu son moment, elle en a profité pour décrocher son Son premier titre, Roland Garros. Donc c'est bon, voilà, je je suis trouvais d'accord. ça très très belle finale et avec une fille vraiment qui s'est battue et voilà, qui a mérité sa victoire au final. Tout à fait. Et on pouvait mentionner elle, Attends, j'en ai juste Vas-y, trois. vas-y, vas-y. Je vais en mentionner trois d'un coup parce que c'est trois footballeuses. Je vais tous les trois les englober, mais comme ça, moi, ce sera fait. Aina Bonmati, évidemment, Ballon d'Or cette année, mais au même titre que Ousmane Dembélé. Bon, je l'ai pas sélectionné là-dedans. Bon, de toute façon, Aina Bonmati, je l'ai pas sélectionné tout court. Je vais pas parler du Barça, je vais pas parler de l'équipe d'Espagne de foot. Je trouve que, bref, son Ballon d'Or, bon, encore une fois, hein, on va pas en rediscuter, mais son Ballon d'Or est très largement contestable. Mais bon, bref, et vu qu'elle a eu, ben, on est obligé de la mentionner. Et les deux autres que j'avais envie de mentionner, c'était Chloé Kelly, Anna Hampton, deux Anglaises, donc je sais plus si les deux étaient, mais je pense que oui. Mais en gros, bref, championne d'Europe avec l'Angleterre, championne d'Europe féminine, donc qui ont battu justement l'Espagne en finale. Et puis aussi championne avec Arsenal de la Ligue des Champions. Donc, en tout cas, Chloé Kelly, c'est sûr. Et on a Anton aussi. Donc, bref, voilà. Deux mentions que j'avais envie de faire. Voilà, deux petites mentions que j'avais envie de donner. Est-ce que tu en as une autre ou tu veux Ouais, passer directement j'en à ai une ta... autre, Allez, je voulais parler de l'équipe de France féminine de handball qui a été troisième quand médaillée de bronze là, ce week-end, qui a battu les Pays-Bas. Je crois que c'était à Rotterdam, il me semble, donc c'était en plus chez les Néerlandaises. même. Ouais, Elles c'était les ont là-bas, ouais, battues c'est vrai. pour la troisième et quatrième place. Malheureusement, nos Françaises ont perdu. Elles étaient championnes du monde en titre contre les Norvégiennes il y a 2 ans. Là, elles ont perdu en demi-finale contre une surprenante équipe d'Allemagne dont je vais reparler plus tard. Elles ont perdu en demi-finale et là, elles ont quand même su se remobiliser pour remporter cette médaille de bronze face aux Pays-Bas. Donc j'ai envie de leur dire, de dire voilà, chapeau à elles parce que c'est une équipe qui montre une grande régularité dans les résultats. C'est quand même pas facile de toujours être dans le dernier carré d'une grande compétition mondiale. Elles ont réussi à le faire. Elles sont dans la lignée de leurs derniers résultats et voilà, il faut quand même souligner leur grosse performance dans ce championnat du monde. Voilà, bravo à elles et il faut qu'elles continuent parce que ça, voilà, c'est une belle génération de joueuses, des joueuses talentueuses et il faut qu'elles continuent comme ça. Tout à fait. Non, juste, je crois que tu as dit 2022, c'est 2023 qu'elles sont championnes du monde. Oui, il y a 2 ans. Non, j'avais dit il y a 2 ans. Ah, ok, j'avais entendu 2022. Oui, Pour moi. justement, Bref. 2023, il y a Donc, 2 ans. donc 2023, ouais, tout à fait. Non, mais là où je te rejoins juste, c'est qu'il y avait quand même, il y a eu une grosse déception. Bah, je pense que là, elles sont déçues hein, quand même de perdre contre l'Allemagne, même si, voilà. Mais je pense qu'elles sont Ah déçues. oui, oui, mais on va en reparler après Et, l'Allemagne. mais après, voilà, après, elles étaient aussi très déçues de. Encore une fois, je suis d'accord, il faut les mentionner, je suis d'accord, mais il y a un côté, bah, par exemple, pareil en Paris 2024, bah oui, donc tu prends l'argent, mais tu vois, tu as des. En gros, bref, il y a tout ce petit côté-là. Je pense qu'elle voulait se venger, elle voulait prendre le titre de championne d'Europe. Euh, Là, mais bref, c'est toujours. Ah, mais c'est là on voit le verre à Ah, moitié mais bien vide parce sûr. qu'on est Ah, ouais, ouais. exigeant.
Je suis parce qu'on d'accord. est exigeant, parce Non, qu'on sait que alors cette équipe peut aller c'est même haut. honnêtement, c'est même pas que moi. Moi, c'est juste quand je Non, non, mais tu lis, as tu raison, vois? tu as Non, raison. mais quand j'ai lu tous les commentaires et cetera, moi, je parle, entre guillemets, un peu à leur nom. Je pense qu'elles sont ultra déçues. Je parle même pas, voilà. Oui, Moi, oui, mais bien sûr. en tant que spectateur, je trouve ça déjà incroyable d'être autant régulier. Comme tu l'as très bien mentionné, autant régulier, c'est formidable d'avoir une équipe Ah bah, c'est autant un au tel top niveau que des fois, voilà, voilà, c'est ils ça. pourraient perdre les garçons ont perdu en quart aux JO. Elles ont eu l'argent et même pour les garçons, c'était compliqué d'ailleurs contre l'Allemagne aussi, Ouais. il y a 1 an et demi. Mais c'est tellement compliqué de rester au très haut niveau et de performer au très haut niveau que, voilà, moi je voulais mentionner ça. Maintenant, tu as raison. Si on est exigeant, on dit, bah oui, on peut aussi le ranger au rang des exceptions. Si on place le curseur très très haut. Non, mais en tout cas, bref, en tout cas, Voilà. bravo, évidemment, bravo. Mais c'est vrai que c'est énormément de médailles. Et juste, bah, si tu veux que je fasse le bilan vite fait, je fais le bilan juste rapidement, mais c'est vrai que là, sur ces dernières années, par exemple, Jeux Olympiques, c'est médaille d'argent 2016, 2020, médaille d'or, 2024, médaille d'argent. Enfin, c'est magnifique. Championnat du monde, bah, t'es championne du monde en 2017, t'es championne du monde en 2023, t'es en argent en 2021, tu es en bronze en 2025. Enfin, je veux dire, c'est un truc toujours au top. C'est impressionnant. Championnat d'Europe, pareil, tu es championne d'Europe donc en or en 2018. Tu es championne d'Europe, enfin non, tu es deuxième en 2020. Enfin, c'est encore une fois, comment dire, la régularité est assez folle. Donc oui, tu as raison. Ouais, et je voulais mentionner Oui, à ce oui, oui. niveau-là, au niveau de la régularité, il faut quand même se souvenir que je crois que c'est en 2001, 99 ou en 2001, je sais plus, elles sont finalistes contre la Norvège, 2001 il me semble. Elles sont finalistes contre la Norvège, mais à ce moment-là, c'est leur première finale de championnat du monde. Et on se dit, mais c'est un miracle, c'est une équipe qui n'était pas à ce niveau-là. Ah, La c'était les Norvège braqueuses, était c'était déjà. ça, c'était les braqueuses à l'époque. C'est comme Oui, ça les qu'on les braqueuses. appelait, les braqueuses à l'époque. À l'époque, je me rappelle, la Norvège était déjà au sommet, parce que le handball féminin en Norvège marchait du tonnerre, et les Bleus, par contre, elles découvraient ce niveau-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, le fait que cette équipe-là place notre nation aussi haut, et qu'on mange à la table des Norvégiennes qui étaient déjà là en 2000, au début des années 2000, je trouve ça exceptionnel. Et c'est ça aussi, c'est le côté bravo à Olivier Crombols qui a tellement fait pour le handball français, le handball féminin français. Et aujourd'hui, bah, ça continue, on va dire, son héritage continue, parce qu'il y a de la compétence, il y a et, et tout ce qui est fait est bien fait. Et bravo à elle, parce que là, aujourd'hui, voilà, comme je dis, on mange à la table des Norvégiennes qui sont là depuis des décennies. Donc, c'est quand même Ah, c'est exceptionnel ce qui se passe à ce niveau-là. c'est clair, c'est clair. Mais du coup, donc moi, je vais donner donc celle que j'ai mentionnée, celle que j'ai sélectionnée. Pareil, je trouve, on n'a pas beaucoup parlé vu la taille de l'exploit. Honnêtement, je trouve qu'on n'a pas assez parlé. C'est AJ Wilson, donc joueuse de basketball en WNBA. Elle a été nommée Athlete of the Year par le Time hein, en 2025. Mais surtout, elle a amené, donc, enfin, pourquoi elle a été nommée? Parce qu'elle a amené Las Vegas Aces, donc à un titre de WNBA, avec une saison exceptionnelle. Elle a été donc élue MVP, meilleure défenseuse de l'année, meilleure marqueuse. Enfin, là, c'est pas élue, mais elle a été meilleure marqueuse. MVP et MVP des finales. Enfin, elle a fait une saison mais exceptionnelle. Enfin, en vrai, tout ce qu'il y avait à rafler, elle a pris. Donc, enfin, moi honnêtement, j'avais pas trop de débat avec moi-même pour la sélectionner elle, mais elle a été ultra forte. Enfin, elle a été ultra dominante cette année. Voilà, c'est ça le mot que je voulais. Ultra dominante cette année. Donc, j'avais enfin bref. J'avais pas comment dire, de débat avec moi-même. Nico, est-ce que tu en avais un? Et vas-y, mais tu me dis, c'est quoi qu'est-ce que tu as Ah, sélectionné? moi, il y en a une pour moi qui est sortie du lot parce que sa performance, elle est quand même là aussi exceptionnelle. C'est Pauline Ferrand-Prévot, Oui, bien sûr. Oui, qui a gagné le Tour de c'est France clair. 2025. Et on sait que dans le cyclisme féminin, tout comme dans le cyclisme masculin, quand on gagne le Tour de France, qui reste l'épreuve reine du circuit, bah, on a des chances quand même d'être peut-être la personne de l'année dans cette discipline. Et moi, pour moi, Pauline Ferrand-Prévot,
ce qu'elle a fait est très fort dans le sens où, au-delà donc de son Tour de France 2025 où elle a été donc elle est sortie gagnante, elle a gagné aussi Paris-Roubaix, qui est une compétition Ouais, mythique aussi bien chez les hommes que chez les femmes. tout à Et, fait. euh, et donc elle a gagné ce Paris-Roubaix qui est une étape quand même difficile, on le sait avec les fameux pavés. Et ce qui est très fort également, c'est qu'elle sort quand même d'une année olympique où elle a été championne olympique de Ouais, non, c'est vrai. cross-country au JO de Paris, donc à domicile en 2024. Il fallait quand même digérer ça. Et d'ailleurs, on a beaucoup suivi tous ces sportifs qui nous ont emballés, qui nous ont enthousiasmés en 2024, à savoir comment allaient-ils réagir, comment ils allaient digérer leurs émotions, après tant d'émotions, comment ils allaient digérer leur nouveau statut de champion olympique. Et je trouve que Pauline Ferrand-Prévot a merveilleusement géré ça. En plus, en changeant de discipline, voilà, elle s'est complètement focalisée sur la route. Et moi, pour moi, voilà, c'est vraiment la cycliste qui est sortie du lot. Au-delà même des critiques qu'elle a subies également, parce qu'il y a ça aussi, toutes ces critiques qu'elle a subies sur le fait par rapport à son poids, qu'elle avait perdu trop de Bien sûr. poids, qu'elle s'affichait comme étant trop maigre. Voilà, moi j'ai trouvé ça à la limite, pour pas dire scandaleux, mais assez dur, on va dire, qu'on souligne ça, qu'on dise qu'elle pourrait pas être un modèle pour les petites filles parce qu'elle est trop maigre, enfin ce genre de choses. Alors pour moi, ce qu'on doit retenir, c'est sa performance sportive exceptionnelle et le fait qu'elle ait travaillé dur pour y Non, c'est sûr. arriver. Voilà, et moi je trouve que ça, elle fait partie de ces athlètes qui connaissent son corps et qui ont estimé, elle a estimé à un moment donné qu'elle devait avoir un certain poids de forme pour arriver à gagner ce tour. Et elle l'a fait de manière magistrale. Elle a écrasé toute la concurrence, à l'instar de Pogacar chez les hommes. Elle a réussi un tour de force exceptionnel en gagnant ce Tour de France 2025, et qu'elle a dominé de la tête et des épaules. Donc voilà, bravo à elle. Et voilà, faudra la suivre encore une fois en 2026 parce que ça reste une des sportives majeures aujourd'hui des équipes de France en général. Tout à fait, tout à fait. Ok, mais écoute, on passe à la prochaine catégorie. L'équipe de l'année. Je pense que là, ça va aller un poil plus vite parce que là, on en a surtout deux, mais bon, peut-être que tu en auras peut-être envie d'en mentionner d'autres, il n'y aura pas de problème. Mais Alors, j'en ai pensé à une, mais je pense que tu vas la mentionner toi. c'est Mais quoi ta mention? Vas-y, dis-moi. moi, j'allais mettre OKC, Ah ouais, non, là, tu me spoil totalement. mais, Ouais, tu me spoil mais, totalement. mais je te laisse faire. Et moi, voilà, je suis Marseillais, on le sait, Ah, mais attends, mais c'est ta mention. Moi, j'avais juste une petite mention. J'en avais même deux, mais juste une que je trouvais importante qui me tenait quand même à cœur. Et si après, t'as pas de mention, tu as juste ton numéro un. non, j'ai une mention quand même à donner. Vas-y, Mais mais donne-moi ta mention. Alors, donne-moi ta alors moi, mention. c'est la Norvège en handball, pour Ouais, rester sur le handball, parce que je fais rapidement. La Norvège qui remporte un nouveau titre. Il faut rappeler que c'est une équipe qui a changé de sélectionneur, qui a sa joueuse emblématique là, qui va partir à la retraite et qui part sur un titre mondial. incroyable ça. Il faut que je retrouve juste son nom rapidement. Euh, oui, c'est Catherine Lund, la gardienne, qui part à la retraite et voilà, qui part sur un titre mondial. Donc, sortie exceptionnelle pour elle. Et voilà, et malgré le changement de sélectionneur, la Norvège continue de truster les titres mondiaux, européens ou olympiques. Et on a dit évidemment que l'équipe de France avait s'asseyait à la table de la Norvège, mais aujourd'hui, la Norvège, ben voilà, je crois que c'est leur 5e titre mondial. C'est exceptionnel et c'est une équipe qui reste au haut niveau, qui a réussi voilà, à être championne olympique, championne d'Europe l'année dernière et qui est de nouveau championne du monde là cette année. Et c'est une équipe exceptionnelle. Donc pour moi, c'est une des équipes de l'année, en tout cas au niveau des sports collectifs. Mhm. Ok, très bien. Euh, Bah alors du coup j'en avais deux rapidement, hein, j'en avais deux à mentionner.
D'abord, bah, les Lyonnais, je les avais déjà dit tout à l'heure, mais l'équipe d'Angleterre de foot, championne d'Europe avec une victoire incroyable contre l'Espagne. Le doublé, hein, enfin, doublé de titres européens, parce elles étaient déjà championnes, enfin, la précédente édition, c'était déjà elles, championne d'Europe à domicile, on se rappelle, football Commingham, etc. Et là, elles refont l'exploit. Donc voilà, deuxième titre européen, deuxième euro consécutif En pour les revenant de Anglais. nulle part, il faut rappeler qu'en quart de Non, finale, la Suède avait balle de match 2 fois, et la Suède, par 2 fois, loupe ses tirs au but, c'est réel. et l'Angleterre gagne derrière. Donc pour moi, elles reviennent de nulle part, c'est exceptionnel. C'est clair. Donc ça, c'était un moment formidable. Un autre moment formidable donc j'avais envie de citer rapidement, c'est pareil, on reste en Angleterre, mais parce que franchement, elles ont été costauds et on reste chez les filles. C'est donc le rugby féminin anglais qui a été, bah, et encore une fois, troisième, je crois, que c'est leur troisième titre, pas d'affilée, mais leur troisième titre de championne du monde. Ils ont été donc sacrés championnes du monde en septembre là. Chez elles, hein. Chez elle, tout à fait, à Twickenham, exactement. Euh, Justement, bah, c'est ça où je veux en venir, c'est que la Coupe du Monde donc, de rugby la plus suivie de l'histoire. Il y avait plus de 80 000 personnes, enfin 80, je crois que c'était 81 et quelques mille personnes au, enfin 81 000 et quelques personnes à Twickenham. Enfin bref, le stade était rempli. C'était incroyable, c'était un super spectacle, honnêtement. C'était vraiment un vrai spectacle pour regarder pas mal de matchs. C'était très très bien. Il y avait cette surprise du Canada, il y avait la France qui était enfin, bref, qui se battait pour le bronze, finalement battu par la Nouvelle-Zélande, etc. Donc non, c'était une super compétition et voilà, donc féliciter enfin, voilà, bref, l'équipe féminine Angleterre, anglaise, mais bon, j'ai pas sélectionné. Bah, de toute façon, tu m'as un petit peu spoilé, mais bon, c'était pas ça ma sélection. On va venir aux sélections. C'est quoi ta sélection, Nico? Évidemment, bah, Moi, ma sélection, ouais, c'est le PSG, malgré le fait que je sois marseillais, mais t'es objectif non, avant le tout. PSG, Objectif avant tout. non, non, mais oui, objectif, parce que ce serait malhonnête de dire que le PSG n'est pas l'équipe de l'année en foot. Et moi, pour moi, c'est à retenir, parce qu'on a bien sûr, comme j'ai dit, j'aurais pu dire la Norvège, mais le PSG a fait une saison exceptionnelle, et en plus, ils reviennent quand même, on va pas dire de nulle part, mais ils reviennent de loin. Parce qu'on se souvient en septembre, quand ils avaient perdu contre Arsenal, on se disait, mais est-ce que cette équipe va même pouvoir se qualifier pour les barrages? À ce moment-là, on se posait la question, voir les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Quand ils ont pris Liverpool au tirage au sort, on s'est Et, dit, alors, oulala, ça va être compliqué. non, et dans justement, juste t'as raison, mais dans la chronologie, ils ont dû justement passer par les barrages en s'offrant un match, et je pense que c'est là où là, le déclic, c'est pour ça que je le mentionne, mais face à Manchester City, où ils battent Manchester City, et ils Et arrivent à se après, il y a le qualifier. Stade Brestois, voilà. Voilà, ils arrivent à se qualifier pour aller en barrage, affronter donc le Stade Brestois qui vont évidemment Le détruire. 7-0. Ouais, c'est Le c'est ça 7-0. en plus. Et c'est là où voilà, on a Dembélé qui commence à marquer C'est but ça. sur Et qui but, et tombe contre alors qu'il Liverpool, mettait pardon. pas un pied devant l'autre au mois de novembre. Ouais, Donc, et ouais, d'ailleurs, c'est justement, une des c'est ça. raisons pour laquelle moi j'ai dit que le Ballon d'Or il était un peu contestable à ce niveau-là, c'est que on peut pas être Ballon d'Or en étant bon juste sur 6 mois dans un an, mais bon, bravo à lui quand même. Et ensuite, Non, non, parce que c'est une équipe t'étais à qui Liverpool, assume. t'en étais à Liverpool quand je t'ai coupé, excuse-moi. Mais oui, non, simplement pour dire que Liverpool, bah, quand ils prennent Liverpool, on se dit, bon, Liverpool termine premier de la saison C'est dur, régulière, ouais. enfin, de la phase de Ligue des Champions, et on se dit que Liverpool est favori, qu'en plus ils perdent le match aller 1-0 sur ce fameux but dont on parlait tout à l'heure, où Donnarumma n'est pas décisif face à Harvey Elliott, qui marque le but à la 88e, pour permettre à Liverpool de gagner à l'extérieur. Et après, ils vont faire ce match exceptionnel à Anfield où Dembélé marque ce but en début de match. Ils vont en prolongation au tir au but. Et Gigio Donnarumma qui sort l'un de ses meilleurs matchs avec le PSG, si ce n'est le meilleur, en repoussant quelques tirs de Liverpool. Donc à la fin, on se dit bah, bravo au PSG, parce qu'en plus, atomiser l'Inter Milan 5-0 euh, en finale à Munich, là où l'OM a été champion d'Europe, même si c'était pas le même stade, puisque là c'était l'Alliance Arena, alors que l'OM c'était l'Olympia Stadium. Bah, c'était exceptionnel pour eux, et bravo à eux. Peut-être l'année, à l'image de ce qu'avait fait Chelsea, qui avait été champion d'Europe en 2012,
avec Roberto Di Matteo qui avait remplacé Villas-Boas. Là, c'est avec Luis Enrique qui est probablement le meilleur entraîneur qu'il n'ait jamais eu, mais avec peut-être l'équipe qui, à la base, sur le papier, était censée être Ouais, la plus faible. c'est vrai. Sans véritable star, à part Dembélé, mais bon, qui tardait à confirmer les espoirs placés en lui, qui est resté sur un relatif échec au Barça, et qui était censé un peu être le joueur phare après le départ de Kylian Mbappé. Donc c'est quand même assez fort que la première année où Mbappé s'en va, bah, c'est là où ils arrivent à être champions d'Europe. Donc c'est quand même assez symbolique du fait que bah, Luis Enrique a réussi à mettre en place ce projet collectif en premier et pas de stars. Non, c'est Mais les clair. stars, elles deviennent des stars. Vitinha est devenu une star parce qu'il est bon. Pareil pour Hakimi, Nuno Mendes et Dembélé. Mais voilà, cette équipe, et Désiré Doué et Barcola évidemment, mais c'est une équipe qui a marché sur tout le monde et qui mérite son statut d'équipe de l'année. Enfin, pour moi, ça doit être l'équipe de l'année parce qu'ils ont Ah, tout mais raflé, c'est sûr. le quadruplé, donc bravo à eux. Je savais que tu allais mettre le PSG, c'est pour ça que je les ai pas mis. Je t'ai laissé t'en occuper. Et quand même, je trouve que bah, forcément, si on parle que de foot, bah, il n'y a même pas de débat à avoir. Mais c'est vrai que OKC est ultra marquant. Donc moi, mon choix, c'est. Pardon d'avoir spoilé. Non, il y a aucun problème. Bon, c'était un peu évident que ça allait être ça parce que où il y avait ça ou le PSG, honnêtement, c'est pareil pour le coup. J'allais pas être trop, j'allais pas être trop original. Mais non, mais en fait, alors en plus j'ai essayé de me prendre au mot, c'est-à-dire si je prends l'année, c'est-à-dire l'année civile 2025, OKC est l'équipe la plus bluffante que franchement que j'ai jamais. Bah, de toute façon, en basket, moi que j'ai jamais vu, non, parce que quand même j'ai vécu les Warriors, etc. Et c'était vraiment quelque chose. Mais honnêtement, que j'ai franchement dernièrement là, si ça fait plus de 10 ans les Warriors, hein, mais qui en plus sont allés au bout, OKC, etc. Enfin bref, on va pas revenir sur le débat, mais OKC, ouais, me bluffe. Ils ont été champions, donc bref, pour reprendre le terme de ce que je disais, donc là sur l'année civile, ils ont été champions donc cet été après une très belle saison régulière où ils font premier de la NBA, ils ont plus de 60 victoires, enfin bref, ils ont un bilan génial, ils ont une défense, enfin des ratings historiques. Les ratings, c'est-à-dire la différence entre l'attaque et la défense, etc. C'était historique ce qu'ils ont fait cette année, c'était magnifique. Shai Gilgeous-Alexander, je l'ai cité tout à l'heure. Ouais, Bref, il était sur une autre planète complètement. Bon, je suis pas sûr que ce soit lui le meilleur basketteur. Encore une fois, il y avait pas mal de débats avec Jokic et je les comprenais tout à fait. Mais il était intraitable. Et après, bah, en fait, sur les playoffs, ça s'est totalement confirmé. Équipe la plus jeune à devenir championne NBA, donc ça montre aussi la qualité du management, c'est-à-dire bah, en fait construire bien à la draft, même si Shai vient d'un transfert. D'ailleurs, je vais en reparler juste après, mais en gros voilà, pour cette année 2025, c'était ça, et surtout en cette fin d'année, ils ont égalé le record du début de saison des Warriors, où ils font le record de victoires sur une saison, c'est-à-dire ils commencent la saison en 24-1. Ils ont perdu la nuit dernière, là, au moment où on parle, ils ont perdu, pas cette nuit, la nuit juste avant, contre les Spurs, pour porter donc leur bilan à 24-2. Bouh, quelle tristesse. Mais non, plus sérieusement, bref, donc ils ont égalé le record des Warriors, donc qui était à 24-1. C'est magnifique. Et donc, pour terminer là-dessus, pour citer donc pour citer non, pour parler de l'avenir, OKC donc est une équipe ultra jeune, très bien entraîné. Tu as l'impression en fait n'importe qui peut entrer. Souvent, c'est le synonyme d'une équipe, enfin, ou en tout cas, le symbole d'une équipe qui va bien, c'est-à-dire n'importe qui peut rentrer. Tu as l'impression qu'il va faire le taf parce que, bah, bref, c'est trop bien huilé, c'est trop impressionnant, c'est trop défensivement. Les joueurs respectent les consignes, respectent leur rang. Il y en a pas un qui veut piquer ou qui veut être la star à la place de la star. Enfin, bref, c'est incroyable, j'adore. C'est vraiment le genre de champion que j'adore, ultra collectif, tout pour le collectif. Enfin, bref, le nom qui est devant est largement plus important que le nom qui est derrière. Et ça, c'est incroyable. Et donc pour l'avenir, en plus d'être une équipe ultra jeune, ils ont, pour ceux qui sont pas au courant, ils ont le
du prochain pick de draft des Clippers, qui là sont dans une situation compliqué. Ils ont plus que ça. Hein. Si vous voulez, après, je vous les retrouve, mais ils ont des pics de draft à ne plus savoir comment finir, plus savoir comment faire, pardon. C'est-à-dire que là, en plus d'être peut-être champion là, cette année, là, en 2026, enfin 2025-26, ils vont peut-être récupérer en plus un lottery pick, un choix, genre dans les 10 premières places de la draft, ce qui arrive jamais normalement quand t'es champion. Enfin, c'est ultra bien construit, c'est incroyable. Donc, bref, bravo au KC pour cette année 2026. 2025, pardon. Là, Nico, désolé, je vais essayer de te presser un peu, mais là, on est obligé. Je suis vraiment désolé. On va devoir essayer d'accélérer. On va Là. accélérer. Bah écoute, tu veux que je passe directement à ma plus Ouais, on belle va passer du performance? coup à la plus belle. Alors, t'avais noté quoi? C'était la plus belle performance que en quatrième, non? C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Plus belle perf. Voilà, si tu devais donner, voilà, enfin, encore une fois, si tu avais 2-3 mentions honorables, n'hésite pas, mais voilà, on n'en fait pas trop sur les mentions honorables. Peut-être là, on en a trop fait, c'est ça le truc qui nous fait perdre un peu de temps. Mention honorable, c'est quoi tes mentions honorables là-dessus? Mention honorable, ouais, on peut faire. Si t'en as pas, c'est pas grave, on peut passer à la suite. Hein, moi, Non, j'ai envie de dire, en fait, pour moi, c'est un peu ambigu si je vais parler de Piastri, parce que Piastri, il a fait une grosse première partie de saison et une moins bonne la deuxième partie. Donc pour moi, c'est vraiment, je vais retenir ses premiers 6 mois entre mars et l'été, on va dire, où là, il dominait le championnat, il était bien et bien il s'est sûr. un petit peu effondré derrière. Et tu as parlé de Lando Norris qui est devenu champion du monde, alors qu'à la base, ça devait être Piastri qui devait être devant. Donc si je devais en nommer un, ce serait Piastri. Et si tu veux bien, je peux passer directement à la performance que j'ai nommée. Allez, vas-y, passe, et Euh, après moi je ferai juste 2-3 petites mentions honorables. Bon, sinon je peux les faire là. Attends, je peux te faire. Ah, vas-y, Ah voilà, fais-les, moi je donnerai la mienne. Ah ouais, j'avais deux, Vas-y. trois petites mentions. Juste, j'avais noté enfin, en gros, il y a plus belle performance et coup de cœur, ça peut marcher dans les deux. Mais c'est Curaçao qui s'est qualifié donc Ah pour oui. la Coupe du Monde 2026 quand même. Et la petite île des Caraïbes est devenue le plus petit pays du monde qualifié enfin le plus petit pays qualifié pour une Coupe du Monde. Enfin, c'est incroyable. Donc j'avais juste envie de les citer là. On pourrait parler aussi en performance, grande performance, Marc Marquez, champion en MotoGP. Euh, Bref, il y en a pas mal. Hein. Il y en a quelques-unes. Liliano Dira en 800 mètres. Bref, on peut parler d'énormément comment dire, de mentions, même Iga Swiatek à Wimbledon. Enfin bref, il y a énormément de trucs qu'on pourrait dire, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps. Donc, Nico, c'est quoi Ah, mais tu viens de parler de Wimbledon, moi je vais te ta plus parler de belle Roland performance? Garros. Et moi, c'est la performance de Loïs Boisson, qui est peut-être la plus grosse performance qui a eu lieu cette année. Alors certes, ça n'a pas débouché sur un titre, mais ça, c'est vraiment si on va être hyper exigeant. Mais bon, peut-on l'être avec quelqu'un qui était 361e mondial à l'ATP avant de venir, qui est passé par 3 matchs de qualification à Roland-Garros pour pouvoir rentrer dans le tableau final, dans le tableau des dames, et qui a atteint les demi-finales de la compétition du tournoi, qui a été battu par la vainqueur Coco Gauff en demi-finale, en 2-7, qui était probablement fatiguée à ce moment-là, mais qui a été exceptionnelle, qui a éliminé Jessica Pegula, l'américaine, notamment, qui a éliminé, maintenant j'ai oublié son nom, la jeune Ukrainienne, Ah, mince. en quart de finale. Ah, t'es sûr que c'est ukrainienne, c'est pas russe? C'est Andreeva qu'elle a éliminé, non, Boisson? euh, alors, attends, je faut vérifier, mais Je crois qu'elle a, il me de semble finale, je crois que c'était. qu'elle a éliminé Andreeva. Enfin, je suis même presque sûr que c'est ça. Ah oui, non, non, Après, je crois elle a dû ah éliminer non, les deux. c'était Andreeva. Mira Andreeva. Oui, peut-être. Est-ce qu'elle est. Ouais. Mira Andreeva, ouais.
Mira Andreeva, donc elle avait éliminé. Alors Mira Andreeva, il faut savoir que c'est la, c'est un petit peu la nouvelle coqueluche du tennis mondial. Pardon de dire elle est ukrainienne, elle est russe, hein, Andreeva. Oui, ok. C'est pas Donc pour moi, donc elle est voilà Mira Andreeva. Donc la russe Mira Andreeva, qui est quand même une très jeune joueuse, mais qui est promis un très grand avenir. Euh, donc qui a 18 ans. Et donc elle l'a battue en 2-7 et c'était quand même une grosse performance aussi. Donc Loïse Boisson qui arrive de nulle part, qui avait fait deux tournois, deux matchs professionnels avant d'arriver à Roland-Garros et qui ensuite arrive en demi-finale et qui termine en cette fin d'année à la 36e place mondiale. Donc voilà, bravo à elle. Et pour moi, c'est la plus grosse performance parce que c'était vraiment la plus inattendue et la plus grande dans le sens où atteindre un dernier carré de Grand Chelem, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour tout joueur ou joueuse de tennis. Donc bon, voilà, bravo à elle. Non, tout à fait, c'est clair. Bah moi, alors je vais rester dans le tennis, c'est marrant, tu vois. Mais je sais pas, quand je pense performance, tu vois, souvent je pense à un match et un match qui m'a marqué moi cette année, c'est la finale de Roland Garros entre Alcaraz et Sinner. C'était du tennis exceptionnel, honnêtement. Ouais. Voilà, c'était du tennis magnifique. En plus, comment dire, De l'art. comment? Non, du grand Ah, art, bien c'était de sûr, l'art. C'était exactement. Non, vraiment. c'était de l'art. Et puis, ce qui était de l'art aussi, c'était le scénario. Le scénario du match, ce retour de Alcaraz alors qu'il était mené 2-7-0. Enfin, alors qu'il avait une balle de match, Sinner, je crois, si je me trompe pas, ou en tout cas, il servait Oui, pour oui, le match. oui. Je crois même qu'il en sauve 3 ou 4, il me semble, Alcaraz, Voilà, hein, donc mais bon. le scénario, enfin bref, tout était là. Le tennis, c'était magnifique. Donc, si j'avais une performance à retenir cette année, pour en avoir, évidemment, il y en a 1000, mais moi, personnellement, de ce que j'ai vu, de ce qui m'a marqué. Si je devais en retenir une, c'est cette victoire de Carlos Alcaraz à Roland Garros. C'était exceptionnel. Enfin, franchement, c'était du tennis comme on en voit, comme on en voit rarement en tout cas. Souvent, on dit que voilà, pour avoir un gros match, il faut deux joueurs. Et là, on les avait. On avait deux grands joueurs et en plus, ils sont jeunes. On va avoir cette rivalité pendant un gros moment. Mais ouais, c'était magnifique. Donc Bon, voilà. pour moi, c'était un des plus grands moments de sport de cette année. Ouais, vraiment. Vraiment, euh, c'était incroyable parce qu'il y avait tout, comme tu dis, et on en a des frissons quand on en parle parce que c'est exceptionnel. C'est magnifique. Quand on adore le sport, on vit pour voilà, regarder des moments comme ça parce qu'on est avec eux en fait et on vibre avec eux c'est incroyable. Non, C'est des fois difficile à décrire parce que c'est tellement exceptionnel que c'est incroyable. c'est clair. C'est clair. Plus grande déception, Nico. Est-ce que tu as une petite mention? Moi, j'en ai deux petites, mais si jamais tu en as une, tu me dis. Tu as une déception de l'année ou pas? Alors, moi, si vraiment on doit être un peu, réduire un petit peu à un match, j'ai la déception, et je dis pas ça en tant que Marseillais vraiment, parce que bravo Paris pour la finale, mais je trouve que le match de l'Inter Milan est absolument désastreux. Ouais. Et qu'on ne peut pas, quand on est à ce niveau-là, Bah, comme, être aussi inférieur. comme je l'ai Parce que dit ça là. aide grâce à Paris, mais il y a aussi la faute de l'Inter qui a Non, mais, complètement loupé non, mais son tu sais, match. comme je l'ai dit là pour Alcaraz Sinner, souvent, tu as besoin de deux équipes pour un grand match. Et là, on l'a pas eu, le grand match. En finale de Ligue des Non, mais Champions, on l'a c'est pas eu. pour ça que je dis ça. C'est que pour moi, on aurait dû avoir un On moment l'a pas eu, le encore grand plus match. grand, où pour moi, la victoire du PSG aurait été encore plus grande s'ils avaient eu des difficultés à gagner ce match. Pour moi, s'ils avaient fait le match de Liverpool en finale, l'émotion aurait probablement été encore plus forte pour tout le monde. Et là, tout le monde a dit oui, c'est de l'art. Mais désolé, il y avait une équipe et demie sur le terrain, il n'y en avait pas deux. Et c'est là où j'ai un petit regret par rapport au fait que cette victoire du PSG, elle est incontestable. Donc là, on ne peut rien dire dessus. Et on ne peut même pas dire que ça s'est joué sur une erreur d'arbitrage ou un truc comme ça. Non, non, c'est Paris qui a battu l'Inter à plat de couture. Mais moi, ce que je regrette un peu, c'est que quand on a une finale, moi, je me souviens
d'un Milan-Liverpool où il y a 0-3, 3 partout, penalty au tir au but, et au final, c'est Liverpool qui gagne. On n'était pas dans le même genre d'émotion que ou un Bayern-Valence en 2001 où ça se joue au tir Mais au tu but vois, aussi. on en a ça fait un moment qu'on n'en a plus des grandes finales de Ligue des Champions. Je pense que à mon avis, comment dire? La pression, elle est Chelsea-Bayern tellement aussi élevée. en 2012, pardon pour Ouais, te couper, voilà, mais Chelsea-Bayern 2012 à bien sûr. l'Allianz Arena justement. C'est vrai que celle-là a été très jolie, je suis d'accord. C'est vrai qu'avec le coup de tête de Drogba, ouais, non, tout à fait, tu as raison. Mais non, mais je trouvais que ça fait je trouve que ça fait un moment qu'on n'en a pas eu une très belle finale, même un très beau match. Parce que du coup, là, le match, je peux pas dire que ce soit un beau match quand il y a un 5-0 comme ça avec aussi On peu avait de. l'impression qu'au bout d'une demi-heure, c'était plié en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça Tu veux pas qui dire: «Ah, c'est un beau match». C'est pas un beau match de foot, enfin, c'est un beau match pour le PSG et un beau match de la part du PSG, mais malheureusement en face et là, pour le coup, on tape plus sur l'Inter, bah, il y avait pas assez de ouais, de résistance, quoi. Oui, parce que si on se place Dommage. du côté du PSG, c'est de Ah, l'art, c'est fait merveilleux, c'est parfait, c'est parfait, ça. en tout point. Surtout que c'est l'expression collective qui a gagné, donc que demande-t-on de plus à une équipe, de sport collectif que de gagner comme ça? C'est Mais clair. si on se place du côté de l'Inter, par contre, c'était désastreux. Non, c'est sûr. OK, moi c'était, moi, en mention, moi, j'en avais une petite. Bon, c'est plus une mention, là, de fin d'année. Parce qu'il m'énerve. La déclaration de Mohamed Salah m'énerve. Liverpool ne va pas bien, donc c'est pour ça que c'est une mention. Hein. Liverpool ne va pas bien. Enfin, en tout cas, ça va mieux, mais il n'allait pas bien. Et Mohamed Salah a rien trouvé de mieux que de sortir dans les médias, voilà, bref, dire tout ce qu'il faut dire et ne pas dire, quoi. Mais en gros, bref, il a fait une sortie bref, qui était un peu désastreuse. Là, pour le coup, moi, je suis rejoint vraiment Thierry Henry dans ce genre de situation. En plus, quand tu es censé être le leader de l'équipe, parce que c'est le meilleur joueur, clairement, l'année dernière, il fait une saison exceptionnelle, quand une équipe, bref, quand tu es le leader, tu devrais pas jeter sous le bus le club, en plus, grâce auquel tu es devenu une légende. Sans Liverpool, Mohamed Salah, je sais pas qui ce serait aujourd'hui. Je dis pas que ce serait un piètre joueur, etc. Non, mais je suis pas sûr que ce soit la légende, bref, qu'il est devenu. Donc bref, on verra. Et là, l'autre soir, ça s'est un peu rabiboché. Il est rentré, il a eu une grosse ovation du public. J'espère que c'était pas sa dernière à Anfield et qu'il va pouvoir encore apporter quelques petits trucs, au moins qu'il aille jusqu'à la fin de son contrat, au moins que le divorce soit fait en bonne et due forme, parce que là, si ça se finit comme ça là cet hiver, c'est chum. Honnêtement, c'est chum. L'histoire d'amour, elle se termine vraiment pas bien et c'est moche, quoi. C'est vraiment moche. Euh, et après, voilà, bon, j'avais ça comme mention. Moi, c'est plus une mention de fin d'année, mais parce que là, il m'a énervé. Il m'a énervé, Mohamed Salah. C'est dommage, mais c'est comme ça. T'en avais une autre, non? Tu passes directement à ta grosse Non, je passe déception de l'année? directement à nomination, on va dire. Ma plus grande déception, c'est Charles Leclerc, Ouais. en Formule 1, donc avec sa Ferrari. En fait, il a perdu en fait moins 114 points si on compte les deux saisons entre l'année dernière et cette année. En fait, alors il termine tout de même cinquième du classement du championnat du monde. Mais pour moi, ça a été très décevant. Il n'a gagné aucune victoire, il n'a gagné aucun Grand Prix cette saison. Il a fait 7 podiums, mais il en avait fait 13 l'année passée. Il avait gagné 3 fois l'année dernière, en 2024. Mhm. Et pour moi, ces difficultés, elles traduisent un peu les difficultés qu'a rencontré Ferrari cette saison. Euh, alors après, il y a eu un choix quand même délibéré de la part de Ferrari de se concentrer sur 2026 et de laisser un peu tomber 2025 dès le mois d'avril. Et puis, à noter que d'ailleurs, Hamilton a perdu aussi 67 points par rapport au fait qu'il soit par rapport au moment où il était chez Mercedes l'année passée. Donc voilà, donc pour moi, Leclerc est un petit peu la déception de cette saison parce que normalement, il doit se battre pour le titre de champion du monde et que là, il ne l'a pas du tout fait. Il était parmi les seconds rôles, et il jouait les seconds rôles, il était parmi les seconds couteaux, donc alors que c'est pas sa place, normalement, il devrait se battre pour le titre de champion du monde. Donc ça reste une déception pour moi. Ok, très bien. Moi, ma plus grosse déception, alors c'est pas tant une déception, enfin, si, c'est une déception et du coup, c'est surtout un crève-cœur.
honnêtement. C'est les 2 blessures, lors des 2 derniers playoffs, donc on retourne en NBA rapidement, mais les 2 dernières blessures, enfin les 2 blessures, au tendon d'Achille de Jason Tatum et de Tyrese Haliburton. Honnêtement, c'est encore une fois comme j'ai dit, c'est pas tant une déception, c'est pas eux qui m'ont déçu quoi, mais c'est juste un crève-cœur quoi. C'est un crève-cœur pour ce qui aurait pu être la saison passée. Je dis pas que les Boston auraient été champions NBA, pas du tout. Je dis pas que comment ça s'appelle que Indiana aurait été champion NBA, non. Mais pour rappel, juste, je vais laisser Tatum de côté parce que Boston était un peu plus loin peut-être, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, pour par exemple Tyrese Haliburton, il se blesse l'année dernière au match 7 des finales. Je crois, il me semble. Alors, je dis pas, peut-être je dis une grosse bêtise. En gros, Non, c'est peut-être le match 6, non? Il se blesse, il joue pas le 7, non? C'était pas ça, je peut-être crois? ça, ouais, peut-être ça. C'est peut-être ça, Il ouais. me semble qu'il a loupé le 7, mais Mais à en gros, ouais, il vérifier. se blesse de toute façon, quoi qu'il arrive, en tout début de Là, un match. moment décisif, ouais. Je vais reprendre, enfin bref, pour être sûr. Tac, blessure. Tac, 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 tac. Nanana, nanana. C'est pas ça. Bon. Tac. Il a un super début de match. Oui, bah oui. Non, c'est ça, du Game 7, non, c'est bien ça. Game 7, Game 7 des finales. Ah, c'est juste Il a joué quoi, même pas 10 minutes, quoi. Il réalisait un début de match incroyable parce que je crois qu'il avait mis ses 3 premiers tirs à 3 points, quoi. Non, 7 minutes. Il a joué 7 minutes. En Game 7, il faisait un début de match incroyable. Et honnêtement, ah, mais c'est franchement, ça, c'est en début de match, on, oui, oui, c'est ça. on est en droit, honnêtement, on est en droit de se dire, mais qu'est-ce que Indiana aurait fait avec Tyrese Haliburton. Évidemment, là, ils perdent le game 7. Mais franchement, remettez-vous dans le truc de l'époque. On pensait à aucun moment Indiana capable de prendre ne serait-ce qu'un ou deux matchs à OKC. Et ils les ont amenés au Game 7. Ouais. Moi, alors, très bête, très bizarre, hein, mais il y a quelques temps, là, je refaisais un point, bref, des playoffs passés, etc. Je regardais un petit peu. Et je me suis dit, mais j'avais complètement oublié que Indiana était allé au Game 7. Pour moi, il se blesse au Game 5 ou un truc comme ça. Et du coup, c'est fini. Enfin, je sais pas, dans l'imaginaire, tu vois. Et en fait, je me suis redit, mais oui, ils étaient en Game 7. Ils étaient au match décisif. Ils ont amené OKC dos au mur. Bref, ils les ont amenés. Et en fait, bah voilà, et Tyrese Haliburton se blesse, donc blessure ultra grave, et est toujours pas revenu. Il reviendra peut-être en fin de saison et encore, mais la saison est out normalement. Et, voilà, c'est un ultra crève-cœur. Quand t'es fan de basket, de sport, machin, c'est trop crève-cœur de voir ça, un joueur se blesser comme ça, alors que tu joues, en fait, ce qui est le plus gros graal entre guillemets pour un joueur NBA, c'est-à-dire le titre. Tu joues le titre, tu sais pas, il y a tellement peu de joueurs d'équipe et que ça qui arrivent à y aller. T'as des légendes là qui vont par exemple en Carmelo Anthony, etc., des joueurs comme ça qui vont bref ou alors des joueurs qui vont terminer leur carrière sans aller au bout, peut-être James Harden, on verra, ça m'étonnerait qu'il aille au bout, en tout cas avec les Clippers, Russell Westbrook, etc. Tu vois des joueurs comme ça aller au bout, donc c'est tellement dur. Et là, Tyrese Haliburton y était et il se blesse. Je sais pas, je dis pas que Indiana allait gagner, hein, mais se blesser comme ça fait trop mal. Donc ouais, gros coup, On est en droit de se gros poser la coup. question parce qu'il était vraiment à Ouais. touche-touche, hein, Non, gros, 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 gros crève-cœur, honnêtement. Ah, c'est pour ça que j'avais dit match 6 parce qu'il m'avait semblé en fait qu'il n'avait pas joué le 7. Et en fait, c'est ça, c'est que le 7, il se blesse au bout de 7 Ouais. minutes, c'est ça. Donc ouais. Après un gros début de match. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Non, trop, C'est que c'était. c'est même pas genre il se blesse à l'échauffement ou c'est qu'il faisait un début de match tonitruant, il était C'est parti ça. pour faire un gros match. Donc, Non, ça fait trop mal. Et puis les images, évidemment, il sort en larmes, etc. Enfin, c'est trop dur. ouais. C'est trop dur. C'était vraiment, vraiment crève-cœur. Donc, évidemment que je devais le mettre là. C'était pas la plus grosse déception. C'est pas lui qui m'a déçu, mais c'était vraiment crève-cœur. Donc j'avais envie forcément que je. Oui, mais tu fais ça en tant qu'amoureux de basket, en fait, C'est pas ça. amoureux de NBA. Ouais, c'est que ça. Allez, on passe à la suite. 6e révélation de l'année, Nico. C'est qui ta révélation cette année? Est-ce que tu as une petite mention honorable? Est-ce que tu veux passer directement
Moi, sur celle-là, j'avais pas de mention, donc si tu Non, veux. moi non plus. On va revenir au handball. On a parlé de la Norvège tout à l'heure. Ben, là, je voulais parler de l'équipe d'Allemagne Mhm. qui n'avait plus disputé une finale d'une grande compétition depuis 31 ans, depuis l'Euro 1994. C'est Imaginez. incroyable. C'est Donc, l'équipe d'Allemagne qui a été les Allemandes nous ont battus en demi-finale. Donc, elles ont battu la France en demi-finale de ce championnat du monde. Et elle s'est hissée jusqu'en finale, battue par la Norvège seulement de 3 buts, 23-20. Et donc, bravo à elle parce que voilà, c'est une équipe qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là de la compétition, mais sur laquelle il faudra compter pour les compétitions futures. La concurrence voilà, se renforce pour l'équipe de France. Donc attention à l'Allemagne qui avait joué à domicile la plupart de ses matchs euh, dans cette compétition et voilà, qui a été battue à Rotterdam, là, aux Pays-Bas, pour la grande finale contre la Norvège. Donc on a dit la Norvège qui a confirmé, mais l'Allemagne qui a été la grosse surprise. Et pour moi, voilà, pour moi, ça peut être noté comme la révélation de l'année parce que justement, c'est une équipe qui était complètement inattendue à ce stade de la compétition. Mhm. Ok. Très bien. Moi, alors, bah, du coup, vu que tu l'as pas mentionné, alors moi, j'avais envie d'en mentionner. Déjà, juste sur cette fin d'année, Lennart Karl, bon, on verra ce qu'il va faire là. Je parle de foot. Et j'en avais dans le 2026 en fait. Voilà, Lennart Karl, on verra. Bon, je te laisse alors, mais bah, c'est incroyable ce qu'il fait là en ce début de saison. Sur la saison du coup qui vient de se passer, João Neves, honnêtement, alors bon, moi je suivais du coup au Benfica, etc. Mais à quel point il a. J'ai failli le mettre en coup de cœur, on va parler de coup de cœur après, mais il a été exceptionnel. Qu'un joueur aussi jeune arrive comme ça dans un milieu avec, bah, encore une fois, par exemple, Zaire Emery était censé être déjà installé, etc. Mais il n'y a aucun problème. On met João Neves à la place et ça marche mais tellement bien. Bref, c'est un joueur incroyable, c'est un vrai beau joueur de ballon, donc c'était magnifique. Et puis bah voilà, moi j'avais sélectionné, enfin j'avais pris lui, donc je vais le. On peut parler aussi juste de Terence Crawford en boxe, par exemple, qui bat Canelo Alvarez pour. Mais bon, ça, est-ce que c'est vraiment une révélation, etc. Bon, moi j'avais envie de le mentionner histoire de, parce que je l'avais noté. Mais sinon, pareil en révélation, j'étais obligé de mettre Désiré Doué. Alors oui, là, révélation, je sais pas, parce qu'il avait déjà joué avec Rennes, etc. Mais marquer un doublé en finale de Ligue des Champions pour un joueur pareil aussi jeune, plus une passe D, comment dire, il est impliqué sur 3 buts et qu'en plus, pareil, toujours pareil pour un joueur aussi jeune de 19 ans, 19-20 ans, être en fait attendu comme le Messi. Il est blessé là en ce début de saison et on n'a plus que. Enfin bref, il n'y a que dans la bouche des supporters du PSG, on attend que le retour de Désiré Doué pour qu'il puisse jouer à droite, parce qu'à droite, il n'y a personne qui joue comme lui, etc. Pour un si jeune joueur. Je ne pensais pas honnêtement qu'en sortant de Rennes, même s'il avait montré des belles choses, mais qu'il allait aussi vite s'imposer dans un grand club. Donc pour moi, bah, c'est la révélation que j'avais envie de mettre pour cette année. On passe au numéro 7. Nico, ton transfert de l'année. Est-ce que tu as une petite mention, tu as t'as des petits trucs à dire? Bah, comme j'ai dit, juste, ça peut pas être, par exemple, bah, justement, les Jean Neves, les trucs, parce que bah, ça, c'était l'année encore avant. Enfin, le transfert était fait en 2024, donc ça marche pas. Donc, il faut Alors des moi, transferts de cette année, donc c'est pour ça. pour moi, le transfert de l'année, il peut se voir de différentes façons parce que est-ce que c'est le montant? Moi, j'ai plus vu en termes de montant qu'en termes de réussite à l'heure actuelle. Ok, vas-y, mais j'ai hâte de voir. Bah, bien sûr, j'ai hâte de voir. Dis-moi. Alors moi, sans donner de mention, je vais parler de Florian Wirtz parce que je pense que c'était le Ok. transfert le plus attendu de la part d'un jeune joueur tellement prometteur et bourré de talent. Peut-être le joueur d'une génération, c'est un joueur exceptionnel qui a fait des choses exceptionnelles avec le Bayer Leverkusen. Il faut rappeler quand même il avait subi une rupture des ligaments croisés il y a 2 saisons de ça. Et il est revenu à un niveau exceptionnel, à son niveau d'avant en fait, même plus fort, ce qui est quand même exceptionnel, même quand on est jeune comme ça. Et Wirtz donc a été transféré pour 138 millions d'euros à Liverpool cet été. Liverpool qui a réussi à griller le Bayern Munich, hein, qui était sur le joueur. Et donc, moi, je trouvais que c'était quand même un transfert à fort impact à la base, hein, parce que là,
Ça reste pour le moment une déception, mais je pense qu'il faut lui laisser du temps. Il mettra peut-être une saison pour s'adapter, parce que voilà, il doit s'adapter à un nouveau championnat, un nouvel environnement, avec une pression plus forte à Liverpool qu'elle ne l'était à Leverkusen. C'est pas une équipe avec le même statut, il faut dire. Mais voilà, je trouve que c'est le genre de transfert qu'on attend énormément parce que c'est un joueur délicieux, c'est un joueur qu'on voit jouer comme on en voit peu, un numéro 10 qui peut jouer ailier, mais ça reste quand même un joueur qui peut jouer en dessous de l'attaquant, en 10 ou en 9,5, on peut l'appeler comme on veut, mais un joueur qui sait faire jouer les autres, qui fait des passes décisives, qui sait marquer des buts. Et on attend beaucoup de lui, forcément, parce que c'est le plus gros transfert de l'été dernier. Et que on est en droit forcément d'en attendre plus, parce que pour le moment, son rendement, il est largement insuffisant. Mais voilà, je pense qu'avec Arne Slot, il pourra progresser. C'est une équipe qui a été bien profondément remaniée cet été. Donc moi, je pense qu'il faut quand même être patient avec Liverpool. Il faut être patient avec Florian Wirtz, qui, une fois qu'il sera bien installé dans cette équipe, nous proposera des choses exceptionnelles. Je le crois en tout cas, parce que le talent du joueur est largement à la hauteur du transfert, de l'investissement consenti par les dirigeants de Liverpool pour le faire venir du Bayer Leverkusen. Ok, très bien. Moi, j'avais juste une mention, on pourrait en citer 1000, mais c'est juste parce qu'on voit beaucoup de joueurs brésiliens arriver en Europe là récemment et certains prennent plus de temps que d'autres à s'affirmer. Et un joueur, pareil, que je m'attendais pas spécialement à avoir brillé parce que, oui, ok, Chelsea, c'est pas non, enfin, c'est pas un club qui joue le titre et où tu as une pression de dingue parce que tu pars de loin. Mais Estevao, je m'attendais pas à ce qu'il performe. Bon, c'est un peu moins bien là, sur ces 4-5 derniers matchs là, 3-4 derniers matchs, c'est un peu moins bien. Mais il a 18 ans et c'est un 2007 le gamin, donc c'est incroyable. Il a fait ses premières titularisations avec le Brésil de Carlo Ancelotti, donc il a appelé, il a marqué ses premiers buts avec le Brésil. Donc voilà, je m'attendais pas à ce qu'il perce autant, à ce qu'il soit aussi fort tout de suite en Europe. Donc franchement incroyable. Et sinon, donc ça c'est ma mention. Et sinon mon transfert de l'année. Comment dire autre chose que le transfert, bon c'est pas du foot, mais le transfert de Luka Doncic aux Lakers. Comment dire autre chose que Ah oui. franchement, honnêtement, je pouvais pas ne pas citer ça parce que quand on parle transfert, on parle souvent de foot, mais là, bref, on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé, donc je vais pas en dire beaucoup plus. Allez regarder nos vidéos là-dessus. On a débriefé le thème, on a parlé quand Nico Harrison a été viré, etc., de Dallas. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais le transfert de Luka Doncic, le tremblement de terre qui a été ce trade donc, contre Anthony Davis, c'était fou. Et pour moi, c'est le transfert de l'année. Honnêtement, c'est le 2025. Moi, si je devais retenir un transfert, c'est celui-là. C'est trop marquant. C'est trop un joueur générationnel pour que je le cite pas. Donc, Puis ça a été un transfert coup de tonnerre, hein. non, c'était personne s'y attendait. Inattendu, inattendu et vraiment incompréhensible pour beaucoup de monde. Non, C'est ça aussi. c'était n'importe quoi. Bref. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à aller voir, en tout cas, si vous voulez plein de pression, il y a des vidéos très longues sur le sujet, notamment sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Coup de cœur, Nico, pour le 8e thème, on est bientôt à la fin. Ton coup de cœur de l'année, toi, c'est quoi? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu as une petite mention avant à me sortir? Et puis, sinon... Non, je vais aller directement sur le coup de cœur. Moi, je voudrais parler de. Ah oui, une mention peut-être quand Allez, même. vas-y. L'équipe de France pardon, l'équipe d'Italie de Coupe Davis, parce que je trouve que voilà, leur troisième Coupe Davis, ce troisième saladier d'argent d'affilée, confirmé comme ça, en sachant que ni Yannick Sinner ni Lorenzo Musetti n'étaient là, et que c'est Berrettini qui a mené l'équipe avec d'autres. Mais je trouvais en plus, j'ai trouvé leur attitude très, je sais pas, très noble, parce qu'on sent qu'ils sont humbles, mais qu'ils travaillent très sérieusement.
Et voilà, ils ont gagné contre l'Espagne. Ils ont dit que c'était encore plus fort, ce troisième saladier d'argent consécutif, parce que jouer à Turin devant leur public, battre en plus l'équipe d'Espagne, hein, qui est une des meilleures au monde. Donc, même s'il n'y avait pas Alcaraz, mais quand même, il fallait le faire. Donc, bravo à cette équipe d'Italie. Donc, ça reste une mention coup de cœur. Mais Ouais. au niveau coup de cœur, encore un cocorico pour notre équipe de France de tennis de table, qui a remporté le titre, qui avait remporté le titre de champion d'Europe par équipe le 19 octobre en Croatie, à Zadar. Évidemment, avec en tête d'affiche les frères Lebrun, euh, donc Alexis Lebrun et Félix Lebrun, évidemment, et aussi Simon Gauzy. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il est un petit peu dans l'ombre des frères Lebrun, mais Simon Gauzy qui a réalisé une belle performance, qui a vraiment beaucoup contribué à ce titre de champion d'Europe obtenu en Croatie. Et mention aussi à Flavien Coton et Thibaut Poré qui étaient sur le banc, mais qui faisaient partie de cette équipe. Donc voilà, bravo à eux d'avoir été champions d'Europe. Et je voulais voilà, aussi mentionner le fait que les frères Lebrun sont aujourd'hui bien installés dans le top 10 mondial de ping-pong. Et c'est vraiment une belle performance de la part de ces jeunes garçons qui sont tout jeunes, hein, qui n'ont même pas 20 ans et qui réalisent des performances exceptionnelles, qui sont parmi les meilleurs mondiaux, et notamment Félix qui a été médaillé de bronze à Paris, au JO de Paris en 2024, et son frère Alexis qui a été champion de France contre Félix, hein, cette année. Mhm. Donc voilà, les frères Lebrun sont exceptionnels. Simon Gauzy a été très bon. Donc bravo à nos pongistes, voilà, et l'équipe de France de tennis de table qui réalise de belles performances et qui a l'avenir devant elle parce que les joueurs sont jeunes et notamment les frères Lebrun ne vont faire que progresser. Donc bravo à eux et il faut que ça continue comme ça. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, j'avais une petite mention, mais avant ça, je viens de me rappeler d'un truc que j'avais envie de citer tout à l'heure en performance de l'année, mais bon, je vais le mettre en coup de cœur, même si pour le coup, c'est plus performance de l'année, je pense. Mais c'est le fait que c'est attends, pardon, Damien Penaud, voilà, n'importe quoi. Damien Penaud qui est devenu donc qui est devenu cette année le meilleur marqueur d'essai en France, Ouais. côté tricolore. Et dépasser Blanco, je crois que ça, Serge Blanco, il me Oui, oui, semble. devant Serge Blanco. Ouais. Voilà. Donc, franchement, c'est énorme, hein. C'est énorme. Je crois pareil, des fois, on souligne pas assez ce genre de performance, mais c'est, quand Mbappé sera le meilleur buteur de l'équipe de France, bah, évidemment, on entendra parler tout le temps, etc. Et là, on peut largement les comparer, quoi. Ces deux performances-là, c'est énorme. Donc, voilà, pour performance. Après, j'avais en coup de cœur, j'avais un petit mot à dire pour l'équipe anglaise de Wrexham. Le Wrexham AFC qui était entré dans l'histoire, pardon, devenant la première équipe des 5 premières divisions anglaises à obtenir 3 montées consécutives. Donc ça, c'est incroyable, c'est du pain béni pour les supporters. Tu joues tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu joues les premières places, c'est magnifique. Et en gros, c'est l'équipe donc de l'acteur hollywoodien. Putain, je bégaye là, ça y est, je suis fatigué, je crois. L'acteur hollywoodien, donc Ryan Reynolds, qui est copropriétaire du club, donc voilà, et qui voit son équipe monter à chaque fois. C'est magnifique, franchement. Je crois que pour un supporter, c'est génial, quoi. Tu joues tout le temps les premières places, tout le temps, tu es dans les premiers, tu gagnes tout le temps. C'est génial, c'est génial. Pas sûr que quand tu arrives en première ligue, ce soit le cas, mais pour l'instant, ils peuvent encore savourer. Euh, et ensuite, mon vrai coup de cœur, non, j'avais mon coup de cœur que j'ai sélectionné, c'est bon, un petit coup de cœur pour l'équipe portugaise de U17 qui était du coup l'année dernière championne d'Europe et qui cette année c'est sacrée championne du monde. Donc voilà, bref, en vrai, voilà, c'est la prochaine grosse génération qui, bah, par exemple, là, cette génération-là sourit, fait profiter le PSG et fait le PSG gagner une coupe d'Europe. Mais non, plus sérieusement, la prochaine génération
portugaise a l'air très très belle. Et il y a déjà un joueur qui a débuté pour le Benfica en Ligue des Champions. Il est rentré contre Naples. Il a 17 ans. José Neto, un arrière gauche qui a l'air très très fort. Donc bref, à suivre. Mais il est rentré. Ça fait 2 matchs, je crois, qu'il rentre là. Hier, il a eu un peu plus de minutes contre. C'était contre qui hier? Mince, j'ai un trou. Ah, contre Moreirense hier. Bref, bon, on s'en fout de toute façon. Mais bon, il rentre un petit peu, il prend un petit peu de temps de jeu. C'est sympa. Ouais, il a 17 ans. Donc voilà, à suivre. Nico, on en arrive au bout. Ton flop de l'année, ton flop de cette année, c'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as mis en flop? Alors, mon flop de l'année, bah, ça surprendra pas grand monde si je dis que c'est Manchester United. Ah, ouais. Malgré la Euh, finale de Ligue Europa? oui, malgré la finale de Ligue Europa, parce qu'en fait, ils ne l'ont pas gagnée et qu'ils finissent non européens. Donc, cette année, pas de Coupe d'Europe. Et il faut savoir que, donc, alors je donne les chiffres, ils ont terminé 15e de Première Ligue Non, c'est avec dégueulasse. 42 points. Ils ont gagné 11 fois pour 9 nuls et 18 défaites en Première Ligue. Alors évidemment, avec une différence de but de -10. Ce qui fait que, et alors Tottenham avait fini 17e, donc premier non relégable en Première Ligue, mais Tottenham a gagné la Ligue Europa, donc Tottenham est en Ligue des Champions cette année, donc pour moi Tottenham sur ce plan-là a fait quand même meilleure saison que Manchester United, qui alors avait stagné avec Ten Hag, ensuite ils ont pris Van Nistelrooy pendant un intérim de 4 matchs où il avait quand même gagné. Je crois qu'ils avaient fait 3 victoires et un nul. Enfin, il avait eu un bilan honorable avant d'être un peu désastreux à Leicester, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, quand évidemment parce qu'il est parti à Leicester, quand Ruben Amorim a quitté le C'est arrivé, ouais. Sporting Portugal pour venir à Manchester United au mois de novembre dernier. Donc ça fait 13 mois maintenant. Et en 13 mois, bon, même si il y a eu une petite accalmie, que ça va un petit peu mieux cette année, même s'ils sont un peu irréguliers, Manchester United, qui joue ce soir d'ailleurs, dans une première ligue très serrée, ils peuvent remonter facilement au classement, passer de la 12e à la 6e place, ça c'est possible. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui l'année dernière a montré beaucoup de lacunes dans le jeu, une équipe un peu amorphe, une équipe en manque de confiance. Alors ils ont réussi notamment ce match contre Lyon, ce match mythique à Old Trafford où ils gagnent 5-4 contre Lyon alors qu'ils sont menés 4-3 à 2 minutes de la fin du temps réglementaire de la prolongation. Ils arrivent ensuite en demi-finale, ils vont en finale et ils perdent 1-0 contre Tottenham en finale. Et ça a été une saison ponctuée, enfin une saison qui s'est mal terminée pour eux, puisqu'ils comptaient vraiment sur la Ligue Europa pour ensuite repartir sur un nouveau cycle. Et en comptant sur la Ligue des Champions, ce qui n'a pas été le cas. Ça semble un peu mieux repartir, même si on sent que c'est un club qui a l'air encore un peu malade, mais c'est un peu mieux que l'année dernière. Mais alors, Comme ça. qu'est-ce que ça a été compliqué l'année Et, dernière? et ça reste tellement irrégulier parce qu'on s'attendait tellement à mieux quand même. Alors oui, bon, mais je trouve que ça compte, tu vois, il y a la fin de l'année dernière. Mais si cette année Manchester United avait, tu sais, cartonné tout et était en tête de Première Ligue et tout, je pense que tu les mettrais même pas forcément en grosse déception de l'année, quoi. Tu vois. Oui, Mais c'est là, ça. le fait qu'ils soient tellement encore là, irréguliers, malgré un mercato où ils prennent encore 150 millions enfin, Le 150 millions transfert, oui. d'euros en joueurs, ben, ils sont encore Sesko, Benjamin Sesko, Brian Mbeumo, Mbeumo, Cunha, Matheus Cunha. et qui ça? Matheus Cunha. Oui, oui, Cunha, évidemment, 75 millions, oui, Ouais. Donc, ça va. donc, tu vois, c'est. Non, c'est sûr que c'est une équipe dont on sent que voilà, il se passe quelque chose. Et le pire, c'est quand on voit, et c'est là où je les mets en flop aussi, c'est que c'est pas non plus le fait qu'ils terminent 15e. Alors, bien sûr, il y a la déception du classement de Première Ligue, etc. Ouais. Mais c'est aussi le fait qu'on se rende compte que dès qu'un joueur quitte Manchester United, il Et va ça va mieux mieux. ailleurs. Ouais. Enfin, Que par exemple, un Anthony qui mettait pas un pied devant l'autre à Manchester United, il était super fort à l'Ajax, il va à Manchester United, il est mauvais, et et quand il va au Betis, il est fort. Ça pose question. On a eu ça avec quelques joueurs quand même.
On a vu quand Pogba a quitté la Juve pour Manchester United en 2016, ça n'a pas été le meilleur Pogba qu'on ait pu voir, à part en 2018 où il était bon avec l'équipe de France. Mais on sait que c'est un environnement qui est compliqué pour les joueurs, parce que beaucoup de pression, c'est un club mythique, évidemment. Mais voilà, moi je le mets en flop parce que ça a été une grosse déception, parce que c'est une équipe qui, comme tu l'as dit Ruben, qui dépense chaque année des millions et des centaines de millions d'euros dans le mercato et qui n'arrive pas à reproduire de belles performances sur le terrain à la hauteur des investissements C'est consentis. clair. Mm. Et c'est ça qui est un problème. En plus, avec un entraîneur prometteur comme Ruben Amorim. Donc voilà. En plus. Ok, moi pareil, on reste dans le foot, on reste dans une équipe. Bon, c'est un poil différent parce que pour le coup, ils sont en Ligue des Champions, ils sont en machin, mais c'est pareil, ça reste une équipe mythique qui, pour le coup, moi j'aime pas trop ce qui se passe là-bas, c'est le Real Madrid. En fait, quand t'es le Real Madrid, je suis désolé, mais une saison, alors peut-être que certains vont trouver le mot flop trop gros, mais quand tu es le Real Madrid et que tu fais une saison blanche, te faisant taper par le Barça, parce qu'ils se sont fait taper l'année dernière par le Barça, je crois il y a eu 4-1 ou des trucs comme ça. Je suis désolé, mais c'est un flop. C'est un flop parce que ben, tu fais pas du tout une bonne saison, pas une saison du tout. Encore une fois, aux attentes, place en toi quand ben, tu signes Mbappé libre, etc. T'es déjà censé être l'une des meilleures équipes du monde. Tu signes ce qui, ben, pour beaucoup, est le meilleur joueur du monde. Et en fait, ben, il se donne ça, c'est-à-dire il se passe pas grand-chose collectivement. En fait, voilà, t'as perdu ce qui est ta colonne vertébrale, les Kroos, les Modric, etc. Et c'est plus pareil. T'essayes de reconstruire là en début d'année avec Xabi Alonso, ça va un poil mieux en coupe, c'est quoi, c'est en mondial des clubs, etc. Mais ensuite, bah, ça revient et t'es de nouveau très moyen dans le jeu, pour ne pas dire très mauvais dans le jeu. Tu te relèves uniquement quand c'est la Ligue des Champions et tu essayes de mieux jouer. Par exemple, le match contre Manchester City, c'est un plutôt beau match du Real Madrid. Donc, mais tu te relèves que, bah, encore une fois, quand tu as envie. C'est-à-dire, tu bats le Barça cette année, mais tu as l'impression que les joueurs choisissent leur match. Tu as l'impression que comment dire, l'entraîneur et sa vision des choses ne passe, enfin, le discours de l'entraîneur ne passe quasiment pas. Et en plus, derrière, tu as la direction qui a l'air de surtout soutenir les joueurs. Moi, je vais vous dire juste un truc. Après, prenez cette take comme vous voudrez, comme vous avez envie de la prendre. Mais honnêtement, il y a un monde, et je le vois très vite arriver, un monde où, là, soit en fin d'année, soit parce que ça se passe pas bien et que tu es éliminé en Ligue des Champions trop vite, le Real Madrid licencie Xabi Alonso. Et de l'autre côté, tu as Liverpool pareil, où Slot ça va pas, et ils virent Slot et ils prennent Xabi Alonso. Et tu as un Xabi Alonso qui devient le nouveau Klopp et qui enchaîne les victoires avec Liverpool et qui ramène Liverpool. Bref, et tu as le Real Madrid et tu peux juste bref, te dire oh, ben, on avait l'un des meilleurs coachs du monde et qui devient donc l'un des meilleurs coachs du monde à Liverpool. Et tu regardes le Real Madrid en arrière et tu te dis ah ouais, mais ouais, on l'avait, c'est une légende de chez nous, mais bon, on l'a laissé partir parce qu'il s'entendait pas bien avec Bellingham, parce qu'il faisait pas jouer Rodrigo où Rodrigo voulait, parce que bref, on On commence l'a à connaître ce genre de trucs, donc voilà. Pour moi, on c'est l'a- un on gros l'a- flop. on l'a eu ce débat et c'est exactement ce qu'on disait, c'est qu'en fait, les individus priment sur... Enfin, l'institution Real Madrid reste, mais s'il y a un choix à faire entre les joueurs et le coach, ils choisiront les joueurs parce qu'il y a trop à perdre niveau marketing, etc. Et qu'on sait qu'au Real Madrid, les stars, c'est important, c'est même plus important que le collectif et plus important que l'entraîneur. Et on sait que Florentino Pérez, malheureusement, et c'est un gros tort de sa part, euh, Florentino Pérez méprise pas mal le métier d'entraîneur. C'est quelqu'un qui est, même quand il y avait, malgré la présence de Carlo Ancelotti, on se rappelle la première fois, il avait viré sans ménagement parce qu'il avait osé finir seulement deuxième derrière le Barça à l'issue de la saison 2014-2015 et qu'il avait pris Rafael Benitez à la place. Et on sait que Florentino Pérez, le coach, c'est pas très important. C'est plus important d'avoir des stars. Et malheureusement, il ne change pas de logiciel. Et c'est un souci. Et bon, on avait eu ce débat, mais voilà. Et Ouais. moi, je crois sincèrement que Xabi Alonso est l'homme de la situation. Mais
il faut lui laisser réellement les clés du camion. Et si Bellingham doit aller sur le banc ou que Mbappé doit aller sur le banc, ils iront sur le banc. Mais ça, c'est à Xabi Alonso de décider. Et il faut que Florentino Pérez lui laisse les cartes en main pour choisir son équipe de son plein gré et qu'il puisse arriver à choisir qui il veut et à faire son équipe comme il veut. Et à mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place, tout à fait. Bon, on va conclure l'émission et l'année là-dessus, du coup, parce que l'année 2026 arrive, il reste une quinzaine de jours. Et donc, on va parler de ce qu'on attend pour 2026 et de ce qu'on a envie de suivre cette année. Quelques mentions. Est-ce que tu as une petite mention là, comme ça, à me donner rapidement avant de faire ce que tu attends en priorité, Nico? Alors oui, j'attends de belles performances notamment des skieurs et skieuses françaises et françaises Jeux Olympiques d'hiver. à Milan-Cortina pour les Jeux Olympiques qui auront lieu donc du 6 au 22 février. Tout à fait. J'ai aussi la mention, j'attends une domination plus nette de Aryna Sabalenka sur le tennis féminin parce que je pense qu'elle a vraiment tous les atouts pour tout gagner, tout rafler en 2026. Il faut juste qu'elle travaille sur l'aspect mental. Si elle arrive à corriger ses errances mentales dans certains moments clés de ces matchs, notamment en Grand Chelem, en demi ou en finale, Moi, j'aime je bien. pense qu'elle peut tout gagner et c'est juste qu'il faut vraiment qu'elle règle ce petit souci parce qu'au niveau tennistique, je pense que c'est la meilleure et de très loin, même Swiatek est en dessous, Coco Gauff est en dessous, enfin voilà. Et je pense que Sabalenka a toutes les cartes en main pour devenir la meilleure joueuse du circuit pendant des années, mais il faut qu'elle règle ce problème Ouais. ce Mental, petit ouais. Ce problème déclic. mental, ce petit déclic qui fait qu'elle Tu sais, elle aurait une marge plus importante en fait. et on parlait tout à l'heure peut-être de, tu sais, la mentalité, le côté tueur. Par exemple, pour exemple, un Max Verstappen qui veut absolument, qui est là pour battre les records, pour gagner les courses et qui s'en fiche un petit peu. Bref, il est juste mentalement, il est là pour gagner. Et tu as l'impression que si Sabalenka passe ce coup, enfin ce déclic mental, Elle va il y a tout plus rien. rafler, elle va tout écraser sur son passage. C'est clair et net. Mm. C'est juste que il lui manque ce petit aspect mental. Pour moi, elle va devenir un peu ce qu'est Duplantis à la perche aujourd'hui. Elle doit être comme ça. Elle doit aller dans ces standards-là. Elle arrive à gagner au moins un grand chelem en faisant, je vais pas dire une saison moyenne, parce qu'elle a quand même fait une bonne saison, mais une saison où on sent que Roland Garros, elle avait en main le titre. C'est ça Donc ce que je voilà. dis. On a l'impression que, tu sais, t'as l'impression, enfin, pour la métaphore, où elle joue avec sa nourriture. Et souvent dans les matchs, tu as cette impression-là. Elle joue avec, enfin voilà, elle est pas à 100%. T'as l'impression qu'elle en garde peut-être parfois un peu sous la pédale. C'est un peu étonnant, ouais, Sabalenka de ce côté. Oui, ou des fois même que c'est comme si on aurait presque l'impression qu'elle fait exprès de mettre du suspense dans ses matchs en faisant des fautes directes. Alors que c'est fou ce que je dis, mais où en fait moi là, faut revoir cette finale contre Coco Ouais, Gauff où le match elle l'a en main et c'est elle qui le perd plus que bravo encore une fois Coco Gauff, je l'ai mis en révélation, enfin une des sportives de l'année, mais elle aurait dû gagner ce match-là, 9 fois sur 10, elle le gagne. c'est clair. Ouais, c'est Donc, et ça s'est passé en Australie aussi, enfin voilà, ça s'est clair. passé dans plein de moments dans sa saison. Ouais, Et je voulais parler aussi, tu as parlé de Lennart Karl, et je te ouais, rejoins tout à fait. Voilà, 17 ans, milieu offensif, 20 matchs disputés cette saison. 6 buts, 2 passes décisives. Donc, c'est 12 matchs de Bundesliga, 3 buts, 2 passes, 2 passes décisives, et 4 matchs de Ligue des Champions, 3 buts en 4 matchs. Il a 17 ans, il aura 18 ans en février. Un véritable phénomène. Et on parle beaucoup de Lamine Yamal, mais moi, j'ai envie de voir ce Lennart Karl plus souvent. Il joue au même poste que Moussiala. Alors Moussiala est à la fois au milieu offensif, mais il peut être ailier. Lennart Card, il est à la base milieu offensif, mais il peut jouer ailier, hein, c'est un gaucher. Et moi, voilà, de ce que j'ai vu, petit gabarit, gaucher, presque attaquant, ça me fait penser à quelqu'un ah ouais.
Ça me fait penser à un certain octuple Ballon d'Or. Il a, Voilà. hey, Bon. il a pas un petit côté juste comme ça, il a pas un petit côté, c'est cool d'en parler, mais il a pas un petit côté Ribéry gaucher là aussi, enfin un petit côté Oui, pour moi, Ribéry. c'est un mélange parce Ouais, et en fait, c'est quelqu'un qui a un centre de gravité très bas de par sa taille et par ses mouvements. Et il y et a ce moi, côté Ribéry quand il va à droite, à gauche. c'est ça, Et j'arrive pas à m'empêcher de voir Franck Ribéry quand je regarde de Lennart Carl. Oui, évidemment, les comparaisons avec Lionel Messi sont évidentes, mais je sais pas, le maillot, tu sais, la carrure et tout ça, il me fait tellement penser à Franck Ribéry, c'est fou. oui, oui, pour moi, c'est un mix des deux parce que bah, le côté gaucher petit, forcément, on pense à Messi, mais et puis le côté surdoué parce que le gamin, voilà, il rentre à Arsenal, c'est lui qui, enfin, il était titulaire, je crois, mais c'est lui qui marque. Voilà, c'est un véritable phénomène. Visiblement, il n'a pas la pression plus que ça. Et moi, j'attends en 2026, je l'attends avec impatience, ce gamin-là, parce que il peut vraiment nous étonner. Alors, ça peut aussi faire pchit et faire flop, hein, on verra. Mais s'il confirme, ça peut être vraiment un des grands joueurs de la décennie qui vient. C'est sûr. On en est là et on s'impose pas comme ça au Bayern comme ça. Donc voilà. Et moi j'adore justement, bah, tu vois, ouais, c'est parfait cette passe D. Mais j'adore le côté de compagnie, de pas qu'il ait pas peur, tu vois, de lancer des Oui, jeunes joueurs. C'est-à-dire son attaque, elle est absolument. déjà bien fournie. Bon, ok, Musiala est blessé, mais son attaque, elle est déjà bien fournie. Tu vois, tu as des Olysée, etc. Tu peux te dire, ah, mais ça marche un peu sur le même truc. Tu peux, par exemple, il a testé un peu Harry Kane derrière Nicolas Jackson et ça avait plutôt bien marché parce qu'Harry Kane, il a des qualités de passe Oui. incroyables. Ça marche bien. Et il a eu absolument pas peur de sortir un jeune de 17 ans du centre de formation et de se dire bah, allez, vas-y, tiens, je te donne les clés et tu y vas, et t'es titulaire. Et il a répondu présent, le gamin. Et Non, c'est magnifique. et puis 6 buts en 20. Il a déjà joué 20 matchs. Il a Ah ouais. 17 ans au Bayern Munich et il a marqué 6 buts. Mhm. 3 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Enfin, je pense même moi, quand on en parle, on réalise même pas la performance que c'est. Ce sont des débuts tonitruants. Et après, le truc, voilà, comment il va gérer ensuite la pression et tout ça, il faudra voir. Mais quel joueur, franchement, moi j'ai envie de le revoir, de le Mhm. voir et de le revoir, hein. C'est clair. Joueur frisson comme ça qu'on a envie de revoir. Donc, Ah, pour c'est ça, là aussi, le Bayern, pour moi, est un des grands favoris de cette Ligue des Champions, mais il faudra voir qu'il règle un peu certains problèmes défensifs entreaperçus à Arsenal. Mais s'ils arrivent à régler ça, ils vont être inarrêtables. Et si Lennart Carl marche aussi bien qu'Harry Kane, ça va faire des étincelles. ah, c'est sûr. J'avais deux petites mentions là rapides, mais je pense qu'on va tous suivre les défenses. Que ce soit du PSG et d'OKC, justement, on en a déjà assez parlé, mais on va se suivre les deux défenses des titres, donc le PSG en Ligue des Champions, OKC en NBA, donc forcément on va les suivre. Notre petite mention, c'est bah, parce que j'ai envie de les suivre, parce que j'adore cette équipe et cette année c'est magnifique, j'adore la franchise et cette année c'est magnifique. C'est Détroit, les Pistons de Détroit, j'adore ce qui se passe là-bas défensivement, c'est magnifique. Ah oui, oui. Kate Cunningham, Jalen Duren, enfin c'est trop bien ce qui se passe, ce qui se met en place à Détroit. Donc voilà, j'aurais pu en parler d'eux en révélation. Juste pour rappel, il y a 2 ans, ils avaient le pire bilan de la NBA historique. Enfin, je veux dire, ils avaient enchaîné je crois que c'était 24 ou 25 défaites consécutives. C'était horrible, 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 horrible. Il y avait des pétitions, des trucs, sortez Kate Cunningham de là, machin. C'était incroyable. Et là, ils sont premiers de la conférence. Enfin, c'est génial comment la roue a tourné. Et donc, c'est trop bien. Ok, Pour est-ce que rebondir t'as... sur ce que Ah, tu vas-y. dis, j'attends beaucoup des Houston Rockets, évidemment, parce que bah, ils ont été battus l'année dernière de peu par Golden State Warriors et ils ont, je pense, manqué d'expérience et on avait dit qu'ils allaient avoir besoin d'expérience pour aller plus loin et pourquoi pas aller chercher un titre NBA. Mais je pense sincèrement que cette année, les Rockets sont plus de cartes en main dans leur jeu et surtout au niveau de l'expérience pour essayer d'aller au bout. Ça va être dur parce qu'il y a OKC qui est tellement énorme que bah, ça va être dur de déloger OKC de toute façon.
Et puis il y a Boston aussi, il y a les New York Knicks qui marchent pas mal aussi. Et comme tu dis, il y a Detroit, mais à voir jusqu'où va aller Detroit. Mais par contre, je pense que les Houston Rockets ont vraiment des chances d'aller Bien loin dans sûr. la compétition. Et pourquoi pas, je pense que cette défaite contre les Golden State Warriors va probablement beaucoup les servir pour essayer d'aller plus loin dans les playoffs et pourquoi pas essayer de les gagner parce qu'on sait que les playoffs sont des matchs couperés. Ah, c'est Mais, sûr. euh, Et mais où en- les... pour moi, OKC reste l'archi favori et probablement pour toi aussi. Mais pourquoi pas les Houston Rockets qui aillent loin et on verra au niveau des playoffs. Mais je m'attends à ce qu'ils aillent plus loin que l'année dernière. J'attends le retour de Van Vliet pour pouvoir voir, parce qu'il leur manque vraiment un meneur là en ce moment, enfin en ce Ouais, moment, depuis le début de saison, il leur manque vraiment un meneur et ça se voit. Mais comment dire, l'adaptation de KD, c'est magnifique, hein, ça joue trop bien. Et l'explosion aussi de Alperen Sengun, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a eu, tu vois, au mondial, enfin il y a eu le mondial de, le oui, la mondial, non, Turquie a marché. l'Euro de basket où la Turquie a très bien marché, où la France ça a bien fait flop, mais où bah, on a vu l'Espagne aussi, l'Espagne grosse déception à l'Euro de basket, mais on a vu le Portugal enfin gagner son premier match depuis, ça aurait pu être mon coup de cœur, mais bon non, mais on a vu la Turquie de Alperen Şengün incroyable et euh, et donc non, ce joueur pareil, on verra ce qu'il va donner. Mais non, Houston, je suis d'accord avec toi, ça va être l'une des places fortes là cette année à surveiller très très fort. Mais avec tout ça, est-ce que tu as un truc que tu as envie de suivre cette année en particulier, Nico? Ouais, bah, là, je vais dire sans surprise. Ah oui, j'ai oublié de mentionner quand j'ai parlé de Sabalenka, j'ai envie de continuer à me régaler devant les duels Sinner-Alcaraz. Bien sûr. Parce que ce sont des matchs spectaculaires. On a parlé de cette finale de Roland-Garros qui, pour moi, est une des plus grandes finales auxquelles on est assisté depuis l'ère Nadal-Federer des grandes années, Wimbledon 2008, l'US Open ou l'Open d'Australie au milieu des années 2010, les Federer-Nadal, les Nadal-Djokovic, les Djokovic-Federer, enfin on s'est tellement régalé qu'on a envie de revoir ça avec Sinner et Alcaraz. Mais j'ai aussi envie de voir un Zverev. Peut-être qu'on l'attend plus parce qu'à chaque fois, depuis des années, on dit il va monter et il va se mettre au niveau des deux autres. Mais j'ai envie de continuer à voir Djokovic quand même arriver au moins en demi-finale, essayer de jouer les troubles faites et Zverev essayer de se mettre vraiment définitivement dans les quatre meilleurs joueurs du monde, ce qu'il est intrinsèquement normalement. Mais j'ai envie de le voir atteindre une finale de Grand Chelem et pourquoi pas arriver à disputer un titre du Grand Chelem à Sinner ou Alcaraz, parce que c'est quand même un très bon joueur et il mériterait, je pense, de gagner un Grand Chelem l'année prochaine, mais ça, on verra. Et ma grosse attente, évidemment, pour 2026, c'est l'équipe de France de football qui nous ramène la troisième étoile sur le maillot. Ce serait génial aux États-Unis, avec un petit espoir qui, à mon avis, est vain, c'est de revoir Antoine Griezmann, parce que je trouverais le symbole génial de voir Griezmann réintégrer l'équipe de France et gagner la Coupe du Monde à New York au MetLife Stadium le 19 juillet prochain et qu'il aille en MLS après à ce moment-là. Je trouverais un beau symbole de voir ça. Ouais, alors, Avec pourquoi pas on va pas se mentir, on s'approche plus du vœu, hein, on s'approche plus de si tu avais un Oui, génie. non, c'est plus un vœu, mais par contre, j'aimerais vraiment que l'équipe de France, et je pense Non, mais qu'ils en bien sont sûr. capables, que Deschamps termine sur Et- une et- note exceptionnelle en gagnant sa deuxième Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Euh, je me demande ça, s'il devrait pas, il ne deviendra pas l'unique ancien joueur sélectionneur à faire ça, s'il gagnait deux fois c'est le possible. mondial et une fois en tant que joueur et deux fois en tant que sélectionneur. Il faudra voir ça. Mais en tout cas, qu'ils puissent finir en beauté avec une victoire en Coupe du Monde, ce serait génial. Et qu'on ait la troisième étoile sur notre maillot, ce serait exceptionnel.
Non, c'est clair. Cette Coupe du Monde cette Coupe du Monde promet d'être assez incroyable. Dernière Coupe du Monde en plus de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Enfin bref, ça va être Et de Thiago Silva, et de Thiago Silva, qui l'a ouais. annoncé, et peut-être de Neymar, on verra. En fonction, ouais, tout à fait. C'est pas gagné, mais c'est possible. Non, De mais ça va être Thiago Silva et de Marquinhos, peut-être, parce ouais. qu'il avance en âge aussi. Non, mais tu vois, j'ai cité Ronaldo et Messi parce que mine de rien, bon, Oui, OK, là, ça fait un moment, on les voit plus trop parce que bah, MLS, parce que Arabie Saoudite et que ça, mais ça va être une page énorme qui va se tourner de bien notre sûr. ère. Donc c'est pour ça que je les mentionne là, mais ça va être un crève-cœur énorme aussi de les voir partir et c'est normal, il faudra. Bon, ils continueront peut-être leur carrière un peu en club en fonction, mais en tout cas en sélection et donc sur la scène internationale et donc dans les plus gros matchs, ce sera terminé et ouais, ça va faire quelque chose. Honnêtement, ça va faire quelque chose. Ça va être une vraie page. Non, moi, ce que j'avais envie de sélectionner, je vais essayer d'aller très très vite. J'avais noté plein de choses, mais je vais essayer d'aller très très vite. C'est sur la nouvelle réglementation en 2026 de la Formule 1. On passe un peu du coq à l'âne, mais ouais, cette nouvelle réglementation très axée enfin, en gros, il y a plein de choses qui prennent fin. Je vais essayer d'aller dans l'ordre, mais en gros, il y a plein de choses qui prennent fin. On a vu il y aura plus de DRS, par exemple, en 2026 sur les monoplaces. Ça va être un système différent, etc. En gros, c'est la fin de l'ère à effet de sol. Donc, il y a moins d'appui. Soi-disant, c'est censé être moins d'appui, plus de pilotage. C'est un peu ça bref, ce qu'on entend beaucoup récemment. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que souvent, comme quand il y a à chaque fois une nouvelle réglementation, par exemple, ça a été le cas par exemple, quand on est passé à l'ère hybride, ça a été une catastrophe niveau comment dire fiabilité des moteurs, etc. Il y avait énormément de casse, il y avait énormément de trucs. Donc, est-ce que ça va être pareil? Franchement, il y a de grandes chances parce que là, on va passer, enfin, encore une fois, dans une nouvelle réglementation, de nouveaux trucs. Donc, ne vous étonnez pas aussi, par exemple, si les chronos, on s'est quitté avec une Formule 1 où les chronos entre la première place et le dernier se jouent à peu près une seconde maximum, environ en fonction des grands prix. Ne soyez pas étonnés que l'année prochaine, en qualification, on ait des écarts de presque 10 secondes hein, entre les premières voitures et les dernières en qualification sur un tour. Ça paraît énorme, mais ça arrive. Et en début de réglementation, c'est souvent comme ça parce que bah, le temps que tout le monde se sera habitué, etc. Donc, ça va être ultra important de voir qui s'habitue le plus vite parce que ça risque de dominer. Ça arrive avec Mercedes qui s'est trop bien adapté à l'ère hybride et qui du coup a marché sur l'eau avec Hamilton qui a remporté plein de titres. L'ère à effet de sol là récemment, ça a été dominé évidemment par Red Bull et Max Verstappen qui a enchaîné les titres. Et donc là, la nouvelle ère, on verra qui s'en sortira le mieux. Mais en tout cas, on a hâte de voir ça. Bref, pour ceux qui ont envie d'aller voir, n'hésitez pas à aller voir. Mais en gros, comme j'ai dit, c'est fin de l'appui, fin de l'effet de sol. Donc normalement, par exemple, quand on voit les voitures, vous vous rappelez, projeter énormément d'eau, quand par exemple il pleuvait et que la piste était mouillée, on voyait énormément de projections d'eau. Normalement, c'est censé être sacrément atténué. Retour à un plancher plat, donc plus le fond, enfin normalement le fond plat, etc. Bref, retour à un plancher plat, encore une fois, l'aérodynamique est censée être bien plus activée, donc différents modes, mode Z qui appuie, donc en gros, plus de DRS, donc c'est-à-dire norme. Alors, bref, je vais essayer de faire. C'est très compliqué, c'est très technique, mais en gros, fini le DRS. En gros, les pilotes normalement pourront sélectionner un mode Z où il y aura beaucoup d'appui sur les virages. Donc en gros, bref, les voitures seront plus mobiles dans les virages et un mode X où il y aura moins de traînées. Et du coup, normalement, tu es censé aller beaucoup plus vite dans les lignes droites, etc. Bref, encore une fois, normalement, en mode X, c'est prévu que les F1 pourraient approcher les 400 km/h, ce qui est exceptionnel, enfin, bref, c'est juste spectaculaire, quoi. Donc, on verra. Ça pose aussi des problèmes, évidemment, de risque pour les pilotes, bien sûr. Mais bon, voilà. Les voitures seront plus petites, censées être plus conduisibles, plus pilotables plutôt. Euh, les moteurs seront encore plus électriques, entre guillemets. Ce sera du 50-50 normalement. Fini le DRS, voilà, pour les informations principales. Mais en gros, ce sera une complète nouvelle ère pour la F1 et ça va être ultra intéressant à suivre. Et ça, dès les essais
qui auront lieu normalement comme chaque année à Barcelone là, en début de saison. Donc voilà, on va suivre ça avec grosse attention. Moi en tout cas j'ai très très hâte parce qu'après une saison qu'on a vécue, franchement après une saison pareille, on a hâte de voir la prochaine, encore plus de rivalité, encore plus de trucs. En plus il y a un Français du coup maintenant dans une top team puisque Isaac Adjar a été promu chez Red Bull. Donc enfin voilà, Avec Verstappen. tout à fait. Donc voilà. Écoute Nico, je vais te laisser le mot de la fin pour cette émission. Est-ce que tu avais quelque chose, tu avais un truc à conclure là-dessus? On va se quitter là-dessus. Est-ce que tu avais quelque chose à conclure? Non, simplement dire que on a voilà, vécu une belle année 2025 et je pense que 2026, avec les JO d'hiver qui arrivent, avec les grands chelems en tennis, avec la NBA, avec l'Euroleague, le championnat de France de basket, avec la Coupe du monde de foot évidemment, la Ligue des champions, les championnats européens qui sont très disputés. On va encore vivre de grosses émotions l'année prochaine et je pense que ça va être encore plus fort que cette année et il faut voilà, vivre le sport.